Dans le temple au bout du monde, Nox se plaint que le héros d'un autre monde ait vaincu le seigneur démon qu'il a élevé. Il claque une pièce de jeu sur la table avec colère. Rin ajoute qu'ils sont toujours armés d'un pouvoir spécial et tuent les seigneurs comme si de rien n'était. En fait, le dieu maléfique a perdu le compte du nombre de fois où il a envisagé de combattre le héros lui-même. Malheureusement, quelqu'un dans sa position ne peut pas se mêler des affaires des humains, de peur de fâcher le Créateur. Il le sait, bien sûr, mais il a l'impression que le seigneur démon est tombé bien trop vite cette fois. Il est vrai que sa création a été vaincue en un temps record. À cause de cela, l'énergie négative accumulée était trop faible, et son énergie est déséquilibrée. Elle était dans le rouge, et il devait commencer à y faire quelque chose. Elle suggère qu'il recrée le héros avant que le Créateur ne le fasse. S'il fait cela, elle peut jeter une malédiction sur son âme qui l'empêchera de redevenir un héros. Comprenant qu'ils peuvent créer un héros inutile, le dieu maléfique accepte rapidement. Plus tard, il demande à l'homme réincarné devant lui s'il a des questions. Haru avait une expression sévère et sèche sur son visage. En gros, ils l'ont tué pour l'amener dans le monde du dieu maléfique. Cela dit, il se demande s'il y avait une vraie raison pour laquelle il devait le tuer. Puisqu'il est un être supérieur, il devait avoir le pouvoir de l'amener ici sans lui prendre la vie. On lui dit que ramener son âme ici est une condition requise, ne leur laissant aucun choix. Ainsi, il l'a fait mourir d'une mort soudaine et regrettable qui produirait beaucoup d'énergie négative qu'il pourrait utiliser pour le sort. Avec la confirmation qu'il était vraiment mort, les bras du pauvre humain tremblèrent de stupéfaction. Il n'y avait plus rien à faire maintenant. Au moins, il devrait recevoir une compétence spéciale en compensation pour le dérangement. Même s'il est maléfique, Nox restait un dieu puissant. Alors que diverses classes et capacités qu'il pourrait obtenir traversaient l'esprit du jeune homme, ils l'appelèrent, disant qu'il savait quelque chose à lui donner. Haru jure avec confiance qu'il y arrivera, mais s'attendait néanmoins à une compétence chez Ate. À sa grande surprise, on lui accorde plutôt une malédiction sur son âme. La pièce de jeu la contenant flotta vers son corps, alors qu'il essayait encore de comprendre le sens de ses mots. Comme ils ne peuvent pas le laisser se promener et se faire un nom, il recevra un verrouillage de statut. Il ne comprend pas ce que cela signifie au début, mais c'est exactement comme Nox le dit, et il ne dépassera jamais le niveau 1. Haru allait protester contre ces conditions déraisonnables, mais il était déjà en train d'être renvoyé. Alors que la pièce d'échec se brisait, le dieu maléfique lui dit de profiter de son nouveau monde tant qu'il le peut, refusant de donner la moindre explication avant de réincarner le garçon. Le pion blanc se brisa lorsque le sort fut achevé. Avec autant d'énergie divine et la majeure partie du pouvoir du dieu maléfique, même le Créateur ne devrait pas être en mesure d'interférer avec ses plans. Le voyant tomber au sol, épuisé, Rin appela son seigneur. Muni d'une canne pour le moment, Nox dit qu'il voulait donner au garçon un métier de bas niveau. Mais avec les règles du royaume divin, on lui accordera une classe de 3e rang. Malgré cela, elle est certaine qu'il ne pourra pas vaincre un roi démon avec des statistiques fixes. Ils n'auront pas à s'inquiéter pour lui car il ne pourra probablement même pas vaincre un monstre faible. Le dieu s'allongea, épuisé, et tenta de tout laisser entre les mains de sa familière, mais il oubliait une étape importante du processus. Il était à bout de force et voulait juste dormir, mais il n'avait pas encore décidé où le garçon allait se réincarner. S'il le laisse, son âme dérivera à travers le royaume divin et sera découverte par le Créateur. En tant que simple assistante, elle n'a pas le pouvoir d'accomplir le rituel elle-même. Alors qu'il peinait à rester éveillé, il savait qu'il n'avait pas le choix. Rin apporta rapidement une cible de fléchettes contenant toutes les options possibles. Elle lui dit de lancer la fléchette sans réfléchir, sauf, bien sûr, de ne pas la toucher avec. C'est un rituel nécessaire qu'il doit accomplir même dans son état de fatigue. Alors, elle l'a préparé et a rempli les cases pour faire du garçon un esclave. Nox bâilla profondément, croyant que sa familière avait tout arrangé pour que les choses se passent selon sa volonté. La fléchette est lancée négligemment et atteint la cible au-dessus de sa tête. Comme il s'est endormi juste après l'avoir lancée, Rin fut la seule éveillée à voir la pointe métallique percer le centre de la cible. Il prouve qu'il est vraiment un dieu et atteint la case noble à 1% qui aurait dû être impossible. C'était un outil créé par ses propres pouvoirs divins, et il n'y avait pas de retour en arrière une fois le rituel accompli. De plus, ses statistiques sont toujours fixes, donc il ne devrait y avoir aucun moyen pour lui de réussir. Tandis que son âme flottait vers le bas, Haru se souvint de sa vie passée d'adolescent, et comment l'être maléfique l'avait réincarné sans la moindre explication. Il a même été maudit, mais pour quelle raison? Quel était l'intérêt de l'amener dans un autre monde juste pour le maudire? Il faisait sombre et il se retrouva à bouger sous des draps épais et lourds. Alors qu'il se demandait s'il était vraiment réincarné et vérifiait s'il pouvait bouger son corps, il sentit quelque chose de doux. Une femme se réveilla et s'excusa, demandant s'il était trop à l'étroit. C'était Tina. Il la connaissait déjà grâce au souvenir de son corps. Pendant les 5 années depuis sa naissance dans ce monde, elle a servi le garçon en tant que sa servante personnelle. Haru s'excusa auprès de sa servante, disant qu'il venait de faire un cauchemar. Pour l'aider à se sentir mieux, elle l'enveloppe dans la chaleur de son étreinte, promettant de manière réconfortante de toujours être à ses côtés. La tendresse de son corps l'aida à se rendormir. Il y a 5 ans, elle a demandé à être la servante exclusive de l'enfant né ce jour-là, jurant même de s'occuper de son éducation le moment venu. C'était plus que ce que sa famille aurait pu demander. Mais pourquoi quelqu'un comme elle offrirait-il un tel service? Tenant le pendentif sur sa poitrine,
elle dit qu'elle attend sa naissance depuis déjà longtemps. Regardant l'enfant endormi, elle dit que cela fait 5 ans depuis. Plus tard, Arus s'exclama de surprise. Il s'attendait à ce que le dieu maléfique fasse de lui un esclave, mais le voilà, un noble menant une vie somptueuse. Quant à sa malédiction, il devrait pouvoir la surmonter avec ses connaissances. Juste à ce moment, Tina annonça que son petit déjeuner était prêt. C'était une table garnie de mets simples mais délicieux. À sa surprise, on lui offre de la mayonnaise, ce qu'il ne s'attendait pas à trouver dans ce monde. C'était délicieux et fait maison par la servante elle-même. En fait, beaucoup de gens savent la faire car la recette est en réalité très connue. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une recette pour une chose aussi terrestre, et il comprit enfin ce qui avait pu se passer. Elle confirme qu'un héros d'un autre monde l'a apporté ici il y a 100 ans. Apparemment, cette personne a introduit beaucoup d'autres choses et a enrichi la vie des gens. Et c'est ainsi que son plan pour surmonter sa malédiction avec ses connaissances terrestres fut anéanti. Le garçon devint maussade et maudit le dieu maléfique, mais ses statistiques étaient si faibles que frapper un oreiller le blessa. Il se demanda quoi faire maintenant. Tina annonça qu'il allait commencer à pratiquer la magie demain, mais ses 2 frères et sa sœur sont des élites. Il est naturel qu'il ait déjà de grandes attentes envers lui également. Ne voulant pas décevoir la servante, il essaie de trouver un moyen. L'autre mondien agita les mains, essayant d'invoquer sa fenêtre de statut. Heureusement, elle apparut juste sous ses yeux, lui permettant de confirmer que ses statistiques étaient complètement figées au niveau de base. Tout en se disant de ne pas la montrer aux autres, Tina l'appela pour prendre son bain. Son métier de sage était aussi fixé au niveau 1. Les deux se préparèrent pour le bain et le garçon leva les bras dans une célébration enfantine. À sa surprise, elle lui retira soudainement sa chemise par la tête et posa ses mains sur lui. Gêné, il insiste pour le faire lui-même et la fait rire, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle commença à se préparer à entrer aussi. La voir se changer le fait rougir comme une pivoine, mais Tina était simplement amusée qu'il ait atteint l'âge où il se sent timide. Fixant son corps et couvrant le sien, il se demande s'ils ont toujours pris leur bain ensemble. Pendant qu'elle lui lavait le dos, il ne put s'empêcher de gémir de plaisir, ce qui le fit crier et protester quand il réalisa ce qu'il faisait. Toujours embarrassé plus tard, il s'assit sur le bord de son lit et annonça soudainement qu'elle n'avait pas besoin de s'allonger à côté de lui car il voulait dormir seul. Elle est confuse et lui demande si elle a fait quelque chose pour lui déplaire. Malheureusement, il a l'esprit d'un jeune homme malgré son corps de garçon de 5 ans. Comme il ne peut pas lui révéler cela, il dit qu'il souhaite juste dormir seul. La servante fut choquée, peut-être offensée, et lui demanda s'il pensait vraiment ce qu'il disait. Il le confirme, alors elle n'a d'autre choix que de retourner dans sa chambre, où elle lui permet d'entrer à tout moment. Après un dernier bonne nuit, elle le borde et s'en va. Maintenant qu'il était seul, il se demanda si ce n'était pas un peu trop soudain. Se souvenant de sa mère, il se demanda si les gens qu'il avait laissés derrière lui étaient tristes de sa mort. Cette pensée l'empêche de pardonner au dieu maléfique. Le lendemain, il était temps pour Haru de commencer son entraînement magique. Il est soulagé car Tina semblait être revenue à la normale. Rassuré, il leva la main avec une simple demande pour voir son statut, qu'elle montra immédiatement à son maître. À son grand choc, il voit qu'elle est niveau 250. Elle demande en plaisantant si elle ne lui suffisait pas, mais il est juste surpris qu'elle soit si forte. Bien qu'elle soit sa servante, elle lui sert aussi de garde du corps. Maintenant que c'est réglé, il était temps de s'entraîner comme prévu. Il se note de demander pourquoi quelqu'un comme elle travaille comme servante personnelle. Pour commencer, elle décide de lui montrer comment le sort fonctionne. Elle invoque et tire une lance de feu, qui brûle le chemin qu'elle a survolé. L'explosion qui s'ensuit le fait se demander si c'est vraiment un sort pour débutants. Il semble que même elle est surprise alors qu'ils regardent tous les deux les décombres causés par sa capacité. Voulant lui montrer le meilleur d'elle-même, elle cesse un peu emportée. Entre son haut niveau et sa puissance démentielle, elle ne doit pas être une personne ordinaire après tout. Son arrière-grand-père était en fait le héros d'il y a 2 générations. Grâce à cette lignée, il lui est assez facile de monter de niveau et de devenir plus forte. Sa curiosité satisfaite, c'était à son tour d'essayer la compétence. Quelque chose clochait, mais on lui dit d'essayer quand même et de commencer par sentir le flux de son propre mana. Après quelques instants, il commence à sentir quelque chose de chaud se diriger vers le bout de ses doigts. C'était un exploit incroyable pour lui de déjà déplacer son mana à volonté. Il attribue cela à son assistance magique, mais elle dit qu'elle ne fait presque rien pour l'aider. Pour l'instant, il continue de rassembler le mana dans ses paumes comme on lui a dit, mais s'inquiète d'éveiller les soupçons s'il est trop bon trop vite. Il feint de lutter et échoue exprès pour maintenir sa ruse, se plaignant même d'essayer si fort de le rassembler. Pourtant, réussir cela à son premier essai était incroyable, ce qui fit que Tina reconnut son talent inné. Puisqu'il est si doué, ils peuvent continuer et tenter de lancer un sort de base. Avec son sourire rassurant, le garçon s'exécute et rassemble à nouveau du mana dans sa main, mais déteste silencieusement le fait d'avoir été maudit. On lui dit d'imaginer qu'il a une autre main qui s'étend du bout de ses doigts. Une cible apparut devant lui alors qu'il essayait. Plus l'image est claire, plus il est facile de lancer le sort. Alors il pense à quelque chose qui est encore frais dans son esprit. Il copie la lance de feu de Tina, matérialisant la lame flamboyante avec un grand cri. La servante est stupéfaite car il a tout réussi, jusqu'à la forme des flammes, touchant même la cible avec précision. Lancer un sort parfaitement et du premier coup aurait dû le fatiguer,
mais il allait bien. La plupart des gens souffrent d'épuisement de mana après un seul sort de bas niveau. Même si ça ne coûte pas beaucoup de mana, ils peuvent continuer à s'entraîner, mais elle limite à 3 tirs de plus pour le moment. Haru est content de pouvoir utiliser la magie même s'il est coincé au niveau 1. La journée se passe paisiblement. Tina doit aller en ville, alors elle lui donne une cloche qu'il peut sonner pour l'invoquer. Même si elle est loin, elle promet de venir immédiatement. La servante étant partie pour le moment, il veut voir combien de tirs il peut lancer, mais promet de s'arrêter s'il se sent ne serait-ce qu'un peu fatigué. Il lança lance de feu après lance de feu, manquant de mettre le feu au jardin. C'était sans fin et la fumée des explosions commençait à s'épaissir. Après 30 tirs, il allait étrangement bien et n'était pas le moins du monde fatigué. Sentant quelque chose d'étrange, il ouvre sa fenêtre de statut. Aucune de ses valeurs de statut n'a changé, y compris ses réserves de mana. Malgré le tir de 30 lances, son mana était toujours plein. Il comprend que son mana ne s'épuise pas car il ne peut pas s'épuiser. Pour tester cela, il lance quelques sorts de plus avec sa fenêtre ouverte et confirme que son mana ne diminue pas du tout, comme il le pensait. La malédiction ne plafonne pas ses statistiques, mais les verrouille dans un état immuable. Selon la façon dont il utilise cela, il peut devenir incroyablement fort avec un mana illimité. Avec ses statistiques fixes, il devrait y avoir quelque chose que lui seul peut faire, comme le tir rapide ou le lancement en série. Son estomac gargouilla assez fort pour interrompre ses pensées. Il était déjà midi, mais Tina n'était pas encore revenue avec de la nourriture. Se demandant si elle reviendra vraiment à l'appel de la cloche, il l'agite pour tester. En un clin d'œil, elle est apparue, volant littéralement comme elle l'avait dit, et lui demandant s'il était en sécurité. Les questions sur son état n'arrêtent pas, alors le garçon admet qu'il a juste eu un peu faim avec le temps. Réalisant à quel point il était tard, elle s'excusa et se dépêcha de préparer le déjeuner au plus vite. Il se sentit désolé de l'avoir appelé pour une chose pareille. Bien qu'il veuille se venger de Nox, il veut aussi être quelqu'un dont Tina puisse être fière et jure de devenir plus fort pour elle. La première créature que Haru ait jamais vaincue était un minuscule monstre. Un mois après sa réincarnation, il poursuivit un lapin cornu et demanda l'aide de Tina. Suivant la tradition familiale, il participait à sa première chasse aux monstres. Suivant ses ordres, la servante s'apprête à immobiliser la cible pour son maître. Un mur de glace est invoqué d'un geste de la main, bloquant complètement la voie de fuite du lapin. Réalisant qu'il était acculé et n'avait d'autre choix, il se retourna pour riposter, prouvant qu'il était toujours une créature dangereuse malgré sa taille. C'était quand même un monstre. Se le rappelant, Haru fit face à l'être qui fonçait sur lui. Tina cria alors que la bête bondissait, mais il était parfaitement prêt. Il crée une lance de feu, conjurant une fine et pointue lance de flamme. Elle jaillit de son doigt pour offrir une fin rapide et sans douleur. Comme prévu, elle transperça la cible d'un seul coup. Cela lui valut les éloges de la servante. Elle l'a mené droit sur sa trajectoire d'attaque, mais malgré tout, il est resté assez calme et posé pour lancer le sort. La concentration dans ses yeux disparut soudainement. Devant lui, le lapin mort gisait immobile, privé de sa vie par ses propres mains. Quelques instants plus tôt, il bondissait partout, plein de vie, et il lui a enlevé ça. La dure réalité frappa son esprit et fit trembler son corps. Comprenant que cela doit être beaucoup pour un pauvre garçon, Tina enveloppe son corps dans une étreinte chaleureuse et tendre. Le lapin cornu est faible, mais sa viande est assez délicieuse pour que d'autres monstres la consomment. C'est simplement la loi du monde, et les vaincre fait aussi partie de son devoir de protéger son territoire. En d'autres termes, ils doivent accepter et être reconnaissants pour la vie du petit. Voyant qu'elle s'apprêtait à le dépecer, Haru demande à apprendre à le faire lui-même. Sa force intérieure et sa résolution la font sourire. Les deux passent un peu de temps à appliquer ce que le garçon a appris sur le dépeçage et dînent plus tard de la chair du lapin. C'est difficile de s'y habituer, et il a eu du mal à avaler la nourriture dans son assiette. À sa bouchée suivante, des larmes coulèrent sans fin, et il continua de pleurer sur la délice du repas. Le voyant pleurer, Tina était certaine qu'il deviendrait un jour un merveilleux sage. Après tout, c'est quelqu'un qui respecte et chérit la vie. Il y a une autre raison pour laquelle Tina a tant de foi dans le potentiel de Haru en tant que mage. Elle pouvait à peine en croire ses yeux quand elle a vu que son sort avait transpercé son mur de glace. Il y a autre chose qui lui vient à l'esprit. Chaque jour, elle rendait secrètement son mannequin d'entraînement de plus en plus résistant, car les mannequins normaux s'effondreraient sous sa puissance si elle ne le faisait pas. Pourtant, il continue de devenir plus fort de jour en jour, comme si les statistiques n'avaient aucune importance. À cause de ça, elle se demande s'il pourrait être la réincarnation de cet homme. Pensant qu'il aurait déjà dit quelque chose, elle s'empêche de tirer des conclusions hâtives. De plus, il n'y a pas besoin de se précipiter pour avoir la réponse alors qu'elle l'attend déjà depuis 100 longues années. Beaucoup de temps a passé et Haru entrait enfin à l'académie de magie et se faisait des amis. Alors qu'on demande aux nouveaux élèves de se rassembler dans le grand hall, les gens commencent à s'agiter et une fille nommée Luna bouscule accidentellement un autre étudiant. On la traite immédiatement d'idiote maladroite. Malgré ses excuses, les insultes et les jurons continuaient de fuser. Un garçon aux allures de radis qu'elle ne doit pas se rendre compte qu'elle vient de bousculer le fils d'un noble. Cela la fait paniquer et elle demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire. Quand Haru remarque l'agitation et se demande si elle a bousculé le groupe, un autre garçon dit que c'est le contraire, mais que les nobles l'intimident simplement parce qu'elle est une roturière. S'il posait ne serait-ce qu'un doigt sur elle,
Luc était prêt à riposter quel que soit leur statut. À ce moment-là, on lui dit d'attendre pour l'instant car Haru veut s'occuper lui-même de ces abrutis. Au début, on le décourage vivement de le faire, mais les motifs et les marques sur ses vêtements sont reconnus. D'après les 3 bandes sur son col, il doit provenir de la maison d'un comte. Haru s'est interposé entre eux, intervenant pour les empêcher de la harceler davantage. Incrédule d'avoir été arrêté, Nar demande s'ils savent au moins qui il est. Alors que Haru le dévisageait sans s'en soucier, le laquais du noble est intervenu, voulant se retirer car il est le fils d'un comte. Ne voulant pas non plus faire de scène, le garçon lui dit de reculer à nouveau. Comme il n'est pas de taille, il part avec ses sbires, permettant aux autres de vérifier l'état de Luna. Haru insistant sur le fait que tous les nobles ne sont pas des abrutis, elle sèche ses larmes et le remercie de l'avoir aidé. Ils l'ont soudainement encerclé et se sont mis à crier, ce qui fut une expérience absolument terrifiante. À ce moment-là, Luc s'est excusé auprès du fils du comte, ne réalisant pas son statut et ayant agi grossièrement plus tôt. On le taquine gentiment pour avoir traité le garçon d'idiot. Heureusement, il essayait juste d'aider aussi, donc il n'y a pas besoin de s'excuser. Cela dit, il regrette de ne pas avoir pu faire ce qu'il a fait. Haru suggère joyeusement de devenir ami, à la grande surprise du jeune garçon. Ça va même plus loin, et il est quasiment menacé pour qu'il accepte l'offre d'amitié. Déconcerté, il s'exclame avec sa vraie voix et finit par soupirer de résignation. Sur ce, ils se serrent la main et conviennent de bien s'entendre à partir de maintenant. Luna voit cela et dit qu'elle aimerait aussi devenir leur amie. Le noble accepte avec joie, se présentant et présentant même Luc comme son nouveau meilleur ami. Alors que le garçon est surpris par cette proximité inattendue, les 3 jeunes étudiants s'entendent rapidement et se réjouissent de leur amitié naissante. La cérémonie d'entrée se termine plus vite que prévu. Les affectations de classe étant prévues pour demain, Haru invite les deux à passer chez lui à l'école, car ils habitent probablement loin. Ils ont passé un certain temps à suivre une carte, mais le garçon n'a pas pu trouver sa maison. À un moment donné, Luc s'arrête et pointe la maison en face d'eux, demandant si c'est la sienne. C'était un manoir, et il était si somptueux que le noble nain ne revenait pas. Pendant que ses amis étaient émerveillés, il voulait gronder son père pour en avoir trop fait. Tina sent sa présence et apparaît près des portes pour lui souhaiter la bienvenue. Remarquant les invités, on lui présente les nouveaux amis que son maître Ceste fait aujourd'hui, et elle ne pourrait être plus heureuse qu'ils soient si sociables en une seule journée. Puisqu'ils sont déjà là, il aimerait dîner avec eux deux, alors la servante leur demande de se détendre dans le salon pendant qu'elle prépare le repas. Ils échangent quelques banalités, partageant leur espoir d'être dans la même classe lors des affectations de demain. Ce qu'ils ne remarquent pas, c'est que Tina surprend cette courte conversation. Le lendemain, les 3 sont ravis de découvrir qu'ils sont tous dans la même classe. Alors que Haru ait la possibilité que son père ait tiré les ficelles pour que cela se produise, ils se dirigèrent vers la salle désignée de leur classe, qui semblait luxueuse pour des nouveaux. Pour l'instant, ils décident d'entrer pour commencer officiellement la journée. En entrant, les 3 sont accueillis par un groupe particulièrement restreint. Avec les 10 présents, les autres élèves se sont présentés, à commencer par Rifa et Mel, qui étaient impatientes de devenir amies. Après eux, il y avait 2 étudiants avec des écailles sur le corps, Yoko et sa grande sœur, Ryuka. Shena, une fille en tenue de temple, s'est présentée, et c'était comme si Haru était le seul à pouvoir voir sa queue remuer derrière elle. 2 filles identiques, Mei et Mei, sont venues ensuite. Enfin, c'était au tour du trio de conclure les présentations de manière nette et joyeuse. Ils le reconnaissent comme le fils d'une famille de comtes, mais il insiste sur le fait qu'il n'est qu'un simple étudiant ici, et qu'ils peuvent donc oublier la question du statut. Alors que Rifa sourit devant son humilité, les autres demandent s'ils ont eu un si beau logement parce qu'il est le fils d'un comte. Il en doute en général, mais pense que son père y est peut-être pour quelque chose. De plus, ils sont le seul groupe qui n'a pas de nom de professeur indiqué. Pendant qu'il en parlait, quelqu'un s'est approché depuis les couloirs, faisant tourner leur tête. Haru remarque une silhouette familière franchir la porte, et il se lève, choqué de trouver Tina dans leur salle de classe. Elle le corrige et lui demande de s'adresser à elle formellement ici. Sur ce, sa domestique s'est présentée comme leur professeur, impatiente de passer une excellente année avec eux. Avec la présentation de Tina, Shena reconnaît le nom du héros qui a mené le sauveur et tué le roi démon il y a un siècle. Elle confirme qu'elle est bien cette personne, semant le chaos dans toute la pièce. Son niveau n'est pas élevé simplement parce qu'elle est une descendante, mais parce qu'elle est elle-même une héroïne. Quant à son âge, elle refuse timidement de répondre à cette question impolie. À ce moment, Rifa a levé la main pour une autre question. Son histoire est légendaire même parmi les elfes, mais elle aurait dû disparaître avec les autres héros. Comprenant leurs doutes sur son identité, elle met fin à leur scepticisme en montrant sa fenêtre de statut devant la classe. Elle était déjà niveau 250, alors pourquoi quelqu'un comme elle se porterait-il volontaire pour être leur professeur? À cela, Tina répond qu'elle s'ennuyait. Aussi simple que ça. C'est une réponse décevante qui déroute les élèves, alors elle révèle qu'elle est en fait la servante personnelle de Haru dans la famille. Avec lui à l'académie, son temps au manoir devenait ennuyeux, alors elle a postulé pour un poste d'enseignante. Le garçon remarque son geste des mains, quelque chose qu'elle fait chaque fois qu'elle ment. Il se demande ce qu'elle cache cette fois-ci. Passant à autre chose, il parle des combats obligatoires avec les autres classes, qui ont lieu chaque mois tout au long du semestre.
Comme tout le monde leur donnera certainement du fil à retordre, elle les encourage à faire de leur mieux. Heureusement, l'académie est un endroit merveilleux, et ils ont même un accès complet à la plus grande bibliothèque de l'établissement. S'il y a plusieurs demandes de combat, un match contre la classe la plus forte sera prioritaire. En d'autres termes, ils finiront probablement par se battre tout le temps avec les élèves des classes supérieures. Ce serait assez difficile de suivre et de maîtriser les élèves, mais avec Tina enseignant à des élèves pleins de potentiel, elle est sûre qu'ils s'en sortiront. Haru se demande d'où lui vient cette confiance en eux. Pour commencer leur leçon, Tina demande aux élèves de présenter leur magie aux autres. Pour cela, elle a préparé des cibles, qu'ils peuvent frapper de toute leur force. Haru remarque que ce sont les mêmes cibles avec lesquelles il s'est entraîné depuis qu'il est petit. Les autres s'inquiètent de devoir tout donner, mais elle les assure que tout ira bien. À partir de là, ils affronteront les matchs en tant que classe unie, il est donc impératif de se comprendre mutuellement. Comprenant ses sentiments, Rifa se porte volontaire pour commencer. Menant le groupe et suivant son instructrice, elle rassemble de la magie dans sa paume et invoque un arc de lumière. Tendant la corde, elle concentre son énergie et, d'une respiration calme, lance une flèche de vent qui transperce la cible de part en part. Haru est surpris, sachant très bien à quel point les cibles de sa servante sont résistantes. Ils louent et applaudissent la démonstration de la première élève. Les suivantes sont Mei et Mei, qui vont relever le défi ensemble. Comme c'est un sort assez complexe, elles joignent leurs mains et lancent à l'unisson. Le feu et la glace se sont rassemblés autour de leur corps, tourbillonnant pour former un seul rayon de magie combiné. L'impressionnante fusion d'éléments opposés a frappé la cible directement et c'est probablement la raison pour laquelle elles ont lancé leur sort en tandem. Yoko s'avance, impatient de prendre son tour. Posant sa main au sol, il surprend tout le monde en lui donnant la forme d'un bras de dragon. En d'autres termes, sa magie transforme une partie de son corps pour le combat. Il est mi-dragon, mi-guerrier mage, une combinaison qui lui permet de déchiqueter la cible. Luke insiste sur le fait qu'elle s'est brisée à cause des dommages accumulés. Alors que Ryuka demande de quoi elle est faite, elle répond que c'est exactement ce qu'elle pense. Entendant cela, elle reprend sa forme de dragon, mais au lieu d'attaquer la cible, elle lance sa magie pour ressusciter le mannequin. Ils sont choqués car elle l'a réparé avec un sort destiné à ranimer les morts. C'est la magie de guérison de la prêtresse dragon, quelque chose dont Tina est bien consciente. Sa résurrection est unique et peut restaurer tout ce qui est imprégné de mana à son état d'avant la destruction. Les êtres conservent le mana pendant une journée après leur mort, ce qui signifie qu'elle a ce laps de temps pour ramener quelqu'un à la vie. Haru comprend enfin pourquoi sa servante était si confiante. Jusqu'à présent, tout le monde dans la classe a été incroyable, et les 4 restants seront certainement tout aussi forts. La prise de conscience qu'il doit se maintenir à leur niveau le fera. À cause de la malédiction du dieu maléfique, il est toujours bloqué au niveau 1 et n'est probablement pas à leur hauteur. Haru n'a toujours pas parlé à Tina de la malédiction du dieu maléfique et de ses effets sur son niveau. Elle répare ensuite la cible et passe joyeusement à autre chose. Pour une raison quelconque, Shena avait une drôle d'expression. Mel est montée sur scène et Luna a proposé de la renforcer avec de la magie de soutien. Elle applique des couches et des couches d'amélioration sur la femme bête, qui est déconcertée par la quantité. Même les autres sont surpris par ce qu'elle fait, car aucun d'entre eux n'a jamais vu une magie de renforcement aussi puissante. Avec la puissance qui déferle et brûle chaque centimètre de son corps, Mel déchaîne un déluge de coups en un instant. Étant donné la quantité de buff sur elle, la cible se brise complètement sur le coup. Yoko était stupéfait, ne croyant pas ses yeux qu'elle les surpassait en la détruisant sans laisser de traces. Pendant qu'il félicite les 2 élèves pour leur excellent duo, Shena a disparu sans prendre son tour. Même Tina ne le remarque pas et dit que 8 démonstrations sont terminées jusqu'à présent. Haru est le seul à sentir que quelque chose cloche, mais vu l'ordre de passage, il refuse de passer en dernier parmi ces génies ambulants. Malheureusement, Lukaji le premier élève la main pour passer ensuite. Croyant que Haru a reçu un entraînement de fou avec Tina, il refuse également de passer en dernier. Encore une fois, il ne peut laisser personne savoir pour la malédiction, alors il pousse un cri impuissant. Sans se soucier de lui, le camarade de classe prend son tour avec un grand sourire. Celui-ci disparaît dès qu'il commence à psalmodier. D'étranges et complexes inscriptions magiques sont apparues autour de son corps, et Ryuka semble reconnaître de quel sort il pourrait s'agir. Avec un calme et une concentration glaçants, Luke a continué ses mouvements avec une puissance qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Invoquant le déchaînement de sa puissance, un énorme éclair foudroie la cible par le haut, la réduisant en petits éclats. Les élèves sont stupéfaits par la puissance impressionnante de leur camarade, et le cratère qu'il a laissé est incomparable à celui causé par Mel et Luna. Rifa est assez compétente pour reconnaître un sort de classe ultime quand elle en voit. Tina révèle que Luke est le petit-fils de Luano, le grand sage et directeur de l'académie. Le dernier à passer est Haru, qui doit encore utiliser sa magie même après tout ça. Pour une raison quelconque, sa servante dit que 30% de sa puissance est plus que suffisant, une instruction qu'il ne comprend pas du tout. Elle répète et insiste, disant que l'installation sera détruite s'il y va à fond. En entendant cela, les autres remarquent qu'on leur a dit de tout donner et se demandent à quel point il est fort pour qu'on lui dise de se retenir autant. Haru comprend mal et pense qu'elle a dû lui préparer une cible fragile. Sachant qu'il ne peut lancer que des sorts de bas niveau, elle doit s'inquiéter qu'il se sente déprimé d'être si faible en comparaison.
En brisant la cible devant tout le monde qui croit qu'il n'a utilisé qu'un tiers de sa puissance, son orgueil sera sauvé par sa servante bien-aimée. Quoi qu'il en soit, il doit encore la frapper de toutes ses forces pour soutenir son stratagème. Avec une compréhension mutuelle, il continue, Tina lançant un sort de protection sur tout le monde au cas où. Refusant de gâcher sa prévenance, Haru s'avance pour prendre son tour. Pour compenser sa faiblesse, il empile des sorts faibles et libère des amas de mana les uns après les autres. Alors qu'il rassemble sa magie, sa servante s'inquiète et lui rappelle de n'utiliser qu'un tiers de sa puissance. Malheureusement, il croit toujours qu'elle ne fait que jouer la comédie. Pendant ce temps, son sort devenait de plus en plus puissant et complexe. Maintenant prêt, il tenait une lance magique vibrant de magie pure et concentrée. Il ne reste plus qu'à la libérer. Il projette la lance de feu vers l'avant, sans se soucier de l'avertissement de Tina. Quelques minutes plus tôt, Shena s'était retirée, n'ayant pas l'intention d'affronter une héroïne. Elle était toute seule dans une salle de classe spéciale et examinait l'équipement, impatiente de trouver quelque chose d'utile. À ce moment, son opération tranquille est interrompue par une forte explosion venant de l'extérieur. Se demandant ce qui avait bien pu se passer, elle est ressortie en courant pour voir l'installation couverte d'une épaisse fumée. Elle était abasourdie par ce qu'elle a vu. Au milieu de tout ça, Tina se tenait derrière un mur de pierre brisée. Encore fumante de la lance de feu, son corps tremblait et sa poitrine se soulevait d'épuisement. À leur grande surprise, sa peau était roussie à travers ses vêtements et la professeure pleurait à cause des dégâts. Il se demande pourquoi elle était là et d'où venait ce mur tout d'un coup. Elle a marché d'un pas lourd vers Haru, qui a reculé et s'est excusé, confus. L'entendant répéter son instruction d'utiliser 30% de sa puissance, il demande, coupable, ce qui s'est passé. Toujours en larmes, elle le gronde pour avoir enfreint leur accord. Elle a à peine réussi à dévier son sort et à sauver le district central de l'anéantissement. Il était confus et dit qu'il n'a jamais fait une telle chose à la maison, alors elle révèle finalement qu'elle passe des heures à superposer des tonnes de sorts de barrière au manoir. En fait, elle tenait à peine le coup contre sa magie pendant l'entraînement. Avec ça, ses camarades de classe ont réalisé qu'il était plus fou que prévu. Son mur de pierre était bien plus résistant que leur mannequin d'entraînement, et même une héroïne de niveau 250 pouvait à peine dévier son sort absurde et non amélioré. Comme elle devra remplir un rapport d'incide, la professeure met fin au cours pour aujourd'hui. Ils partent l'air inquiets, mais Tina se tourne simplement vers Haru et lui ordonne de rester. Comme on pouvait s'y attendre, de retour dans les couloirs de l'académie, Haru s'est de nouveau excusée auprès de Tina, se sentant toujours mal à propos de l'incide. Elle répète qu'elle lui avait spécifiquement dit de ne pas y aller à fond et frissonne en avouant qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Il est stupéfait d'entendre cela, d'autant plus quand elle prend l'objet qui lui a probablement sauvé la vie. La pierre du pendentif qu'elle portait toujours n'était plus qu'un tas d'éclats éparpillés dans sa paume. C'est un outil magique qui déclenche un bouclier à usage unique si elle est en danger de mort. Plus que ça, quelqu'un de très important pour elle le lui a offert en cadeau. Cela le pousse à s'excuser et à proposer de toute urgence de faire n'importe quoi pour le réparer. Il réaffirme sa promesse, la suppliant presque d'arrêter de pleurer. Puisqu'il est si insistant, elle parle d'une voix hésitante et lui demande de dormir à nouveau à côté d'elle comme il le faisait avant. Cela lui rappelle le moment où il a demandé à dormir seul, mais il n'est pas sûr que cela suffise vraiment à compenser ce qu'il lui a fait. Elle insiste que c'est plus que suffisant et qu'elle veut juste se blottir à nouveau contre lui. Ses sentiments sincères laissent le jeune homme stupéfait. Bien qu'il ait encore du mal à comprendre, sa demande ne le dérange pas vraiment, alors elle pleure à nouveau, mais cette fois de gratitude. À sa grande surprise, Tina s'est soudainement jetée sur lui et l'a serré fort dans ses bras, avouant enfin à quel point elle avait eu peur plus tôt. Lui rendant son étreinte, il s'excuse sans fin, lui tapotant la tête pour la réconforter. Ses émotions s'apaisent après un moment, et son énergie est ravivée par le temps passé ensemble. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, ils allaient de nouveau dormir l'un à côté de l'autre. Plus tard au lit, Haru lui demande pourquoi elle est devenue sa servante au départ. Si elle lui raconte cette longue histoire, ils veilleront assez tard, mais cela lui importe peu, il veut entendre son histoire. Avec les compétences de Tina, il ne serait pas étrange qu'elle serve le royaume. Son père a une certaine richesse et un certain pouvoir, mais pas assez pour engager quelqu'un comme elle qui a refusé les invitations de Eleta. À cette époque, il n'y a pas de héros invoqués d'un autre monde, donc même le gouvernement ne peut pas la contrôler, elle qui rivalise avec la puissance d'un tel héros. Il y a longtemps, elle a combattu aux côtés des héros invoqués pour vaincre le roi démon. Parmi eux, il y avait quelqu'un qu'elle admirait profondément. Il n'était pas la figure centrale du groupe, mais chaque fois qu'il entendait parler d'une ville attaquée, il était toujours le premier à se précipiter à leur secours. C'était le genre de personne qu'il était. Ainsi, il puisait du courage en le voyant affronter seul des hordes de monstres. Bien que ce ne soit pas lui qui ait porté le coup de grâce au roi démon, elle l'a toujours considéré comme le véritable héros. Avant même de s'en rendre compte, elle était déjà tombée amoureuse de lui. Malheureusement, leur monde exigeait que les personnes invoquées retournent chez elles après avoir accompli leur devoir. Il a finalement répondu à ses sentiments bien qu'il ait fait semblant de n'en avoir aucun. En lui demandant s'ils sont devenus amants, une image vivace traverse l'esprit de Haru. Gênée, elle explique que leur relation n'a pas vraiment progressé. Cela signifie qu'elle n'a probablement pas beaucoup d'expérience, une pensée qui le rend un peu heureux. Leurs moments heureux ont pris fin lorsque le roi démon a été vaincu par le groupe.
Il a tout essayé pour rester dans leur monde, mais il n'y avait aucun moyen de contourner leurs lois. En tant que descendante directe d'un autre héros, elle a une expérience de première main lorsque son arrière-grand-père est également rentré chez lui. La pierre qu'il a brisée plus tôt est l'outil de protection que son amant lui a donné avant de partir. Un jour, elle a senti la naissance de quelqu'un qui portait le même mana que lui. C'était le jour de sa naissance et elle croit que Haru est la réincarnation de ce même héros. Tina a senti quelqu'un naître dans leur monde avec la même magie que son héros. Elle a cru à ce moment-là que Haru était l'âme réincarnée de son amour. Elle ne pouvait pas se tromper en identifiant cette magie. Cependant, Haru n'a pas de tels souvenirs. Il est une âme réincarnée, mais il provient d'un autre corps et non de celui du héros, et Tina le sait. Il y a eu des moments où elle a souhaité que Haru soit celui qu'elle cherchait. En le regardant s'efforcer de s'améliorer et s'entraîner chaque jour, elle a vu des aperçus de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Avec le temps, elle a fini par aimer Haru pour ce qu'il est. Elle se penche alors plus près et le prend dans ses bras, avouant que celui qu'elle aime maintenant, c'est lui. Haru lui prend les mains et jure de devenir plus fort, encore plus fort que le héros dont elle rêvait. Il la protégera, elle et le monde, et il espère donc qu'elle restera avec lui. Elle accepte de rester avec lui pour toujours. Haru a trouvé un nouveau but dans sa vie et il a promis qu'il allait devenir fort, plus fort que le héros qui a vaincu le roi démon. Tout comme le héros que Tina aimait. Il sera assez fort pour la protéger. Le lendemain matin, Tina ouvre le rideau de la fenêtre. Elle dit à Haru que le petit déjeuner est prêt. Elle se penche alors vers lui et lui touche légèrement le visage. Elle ferme les yeux et se penche, lui donnant un baiser qui fait battre son cœur. Rougissante, elle se réjouit du temps qu'ils passeront ensemble. Haru ressent la même chose et vise à être le plus fort des sages de niveau 1 et à être le héros de Tina. Le lendemain matin, Haru et Tina se saluent. Haru a remarqué que la pelouse est déjà terminée, surpris de la rapidité avec laquelle elle a été réparée. Il commente qu'ils ont le meilleur artisan du palais qui a travaillé toute la nuit. Il demande à Tina si la salle d'entraînement qu'il a détruite est toujours en réparation. Elle répond que la salle est également déjà réparée et comme neuve. Comme il a encore cours, il lui dit au revoir et s'en va. En regardant la pelouse réparée, il lui est venu à l'esprit que pouvoir utiliser la magie de chaque élément devait être génial. La première leçon et introduction de Tina à la magie élémentaire fut un premier jour d'école mouvementée. Heureusement, son statut de fils du comte a réussi à le sauver d'une manière ou d'une autre. Il s'inquiète de ce qui pourrait arriver si tout le monde découvrait qu'il n'est qu'au niveau 1. Il arrive en classe et envisage toujours d'utiliser tous les outils dont il dispose pour survivre à l'académie. Pour l'instant, il a de nouveaux objectifs à atteindre et c'est ce qui est important. Comme il est encore plongé dans ses pensées, il est surpris d'entendre quelqu'un lui chuchoter que sa magie d'Ie était hors du commun. Quand il se retourne, Shena s'adresse à lui et lui dit qu'elle était là bien avant son arrivée en classe. Il se souvient soudain que Shena n'était pas sur le terrain d'entraînement hier et qu'il n'a pas vu sa magie. Elle se fige un instant puis sourit, déclarant qu'il avait déjà vu sa magie. Elle explique que sa magie consiste à masquer sa présence, ce qui la rend difficile à détecter pour quiconque. Ce n'est pas si simple cependant, car elle utilise un sort de niveau bien plus élevé, ce qui l'aide à esquiver plus facilement les attaques physiques. Comme peu de gens peuvent utiliser ce sort, il est considéré comme une capacité rare. Haru semble confus et lui demande si elle possède un autre pouvoir à cause de ses queues. La jeune fille est surprise d'entendre cela car il est rare que quelqu'un voie ses queues. Il avoue qu'il a vu sa queue depuis hier, mais qu'il n'a pas eu l'occasion d'en parler. Soudain, Shena devient défensive et active ses queues, se demandant si elle devrait en finir avec le garçon pour avoir découvert son secret. Haru déglutit et est maintenant nerveux après s'être mis en danger. Il lui dit de se calmer et déclare qu'il ne veut pas créer un malentendu avec une camarade de classe. Elle l'ignore et continue d'envisager de le tuer. Il insiste pour qu'elle l'écoute d'abord, promettant de ne jamais révéler son secret à âme qui vive. Elle le regarde alors avec détermination et l'attire plus près à l'aide de ses queues. D'un mouvement rapide, elle saisit sa main et l'embrasse. Il lui demande ce qu'elle fait et elle répond qu'elle vient de forger un contrat avec lui. Après l'incantation, un blason magique estompé est apparu sur sa main. Il se demande si cela signifie qu'il est désormais sous ses ordres et qu'il ne pourra pas défier ses paroles. Cependant, elle révèle que c'est l'inverse. Le contrat qu'ils viennent de passer signifie que c'est elle qui le servira, ce qui fait de lui son maître. Elle explique que les renards à 9 queues comme elle tirent leur force de la magie. Les renards à 9 queues pleinement développés peuvent faire des ravages et être une menace pour l'humanité s'ils le voulaient. Elle admet qu'elle est venue à l'académie pour absorber de la magie et prévoit de faire de tout le monde sa marionnette en utilisant sa magie de contrôle mental. Ce serait aussi génial de faire de l'académie sa base d'opération. En entendant ses plans infâmes, Haru lui donne une claque sur la tête pour la ramener à la réalité. Blessée, elle demande pourquoi elle a mérité d'être frappée alors que tout ce à quoi elle pense, c'est à la façon dont il pourrait gouverner le monde. Avec le temps, Haru régnera sur le royaume et ils marcheront ensemble pour dominer l'humanité. Il lui donne alors une autre claque en espérant que cela la ramènera à la raison. Inquiet pour elle, il l'implore d'arrêter de penser à faire des choses mauvaises et dangereuses. Elle lui crache dessus. Frustré qu'il n'ait pas de plus grand désir de dominer le monde avec son puissant pouvoir, il s'arrête un moment, se souvenant qu'il a un jour rêvé de dominer le monde après avoir été réincarné de force. Ses paroles sont assez tentantes, mais pour l'instant, dominer le monde ne l'intéresse plus. Il ne veut pas être un roi démon et rêve plutôt de devenir un héros que tout le monde admirera. Elle pâlit en entendant son projet de devenir un héros.
Elle lui demande s'il ne compte pas l'exploiter comme le font les autres humains. Comme elle peut absorber une grande quantité de mana, beaucoup veulent utiliser son pouvoir pour leurs propres raisons égoïstes. Après tout, les humains ont toujours désiré voler leur pouvoir et les exploiter. Soudain, la tête de Shena se met à tourner et elle commence à voir des images du passé. Dans une montagne enneigée, un renard à 9 queues a été repéré par un groupe d'humains. Ils ont essayé de capturer la bête pour la vendre à prix d'or. Alors que Shena luttait pour leur échapper, les humains ont commencé à viser sa mère et l'ont tuée sur le coup. Elle a pleuré sa mère, mais sa voix a été étouffée par ses ravisseurs. À cause de son sombre passé, elle a commencé à haïr les humains, en particulier les héros. Les renards à 9 queues ont subi un sort malheureux à cause d'eux, car ils ont choisi d'éliminer leur race ou de posséder leur pouvoir alors qu'il était encore immature. Voyant sa douleur, il essaie de la consoler en lui tapotant doucement la tête. Il lui donne sa parole qu'il ne révélera jamais sa véritable identité à personne, soulignant qu'il n'a aucune intention d'exploiter son pouvoir. En entendant cela, elle réalise qu'elle a gâché un contrat puisqu'il n'a pas l'intention de l'utiliser. Il propose qu'il rompe le contrat, répétant qu'il n'a aucun désir de faire de sa camarade de classe son esclave. Cependant, elle révèle qu'elle ne peut pas le rompre. Elle révèle que, comme elle a utilisé une de ses queues pour lancer le sort, il est trop puissant pour être rompu de son côté. Lorsqu'on lui demande si Haru peut le rompre lui-même, elle explique qu'elle a également fait en sorte qu'il lui soit impossible de dissiper le contrat, de peur qu'il ne lui fasse du mal. Le contrat commence à se manifester à Haru. D'après ce qu'il comprend, Shena doit obéir à tous ses ordres tant que sa vie n'est pas en danger. Elle lui offre tout ce qu'elle possède en échange de la préservation de sa vie. En la voyant se rendre à lui, il ne peut s'empêcher de la caresser. Il semble qu'il ait développé un instinct protecteur envers le renard à 9 queues. Le lendemain matin, Luke est surpris de voir Shena dormir sur les genoux de Haru. Curieux, il leur demande s'ils sont en couple. Haru répond vaguement qu'ils ont une relation unique et essaie de réveiller Shena et de la presser de retourner à sa place car leurs camarades de classe sont sur le point d'arriver. Elle lui sourit immédiatement et accède à sa demande, se penchant légèrement contre lui pour mieux sentir ses caresses. Ainsi, Haru a gagné un démon soumis capable de provoquer des catastrophes naturelles. Plus tard, Tina et Haru sont dans le jardin lorsqu'ils sentent une présence les observant de loin. Tina sent que c'est Shena et lui dit de sortir de sa cachette. Le renard à 9 queues apparaît et félicite Tina de l'avoir clairement senti, même si elle n'est pas le maître avec qui elle a contracté. Tina la remercie pour les éloges mais lui demande pourquoi elle les suit et s'enquiert du contrat. Après que Haru a expliqué la situation, Tina ne peut s'empêcher de se sentir frustrée car le démon est essentiellement attaché à son maître. En colère, elle active un sort. Shena essaie d'expliquer qu'avec le contrat, elle est liée par une obéissance absolue à son maître, donc elle suivra son souhait de ne pas l'attaquer. Il se place entre elles alors que Tina souligne qu'à cause de ce contrat stupide, il est obligé de protéger le renard. Il dit à Tina de se calmer et montre qu'il n'a pas de blason sur sa main, contrairement à Shena, ce qui choque cette dernière. Il vérifie son système et son statut est toujours maudit. Il s'avère que son blason s'est estompé à cause de sa malédiction. Il trouve simplement le petit renard à 9 queues mignon et ressent le besoin de la protéger. Pour rassurer Tina que le petit renard ne sera pas un problème, il essaie de commander Shena. Il lui dit de tourner sur elle-même et de miauler, ce à quoi le renard obéit immédiatement. Haru montre à Tina qu'il a tout sous contrôle, donc elle n'a pas à s'inquiéter. Avec une expression conflictuelle sur son visage, Tina déclare que même si Shena ne peut pas blesser Haru, elle peut blesser d'autres humains. Suite à cela, Haru dit simplement à Shena qu'il lui est interdit d'attaquer les humains à moins qu'il ne lui en donne la permission. Shena accepte, ce qui devrait aider à résoudre leurs problèmes. Haru s'assure également de la garder à ses côtés pour pouvoir la surveiller. Tina mentionne que garder un démon à ses côtés est dangereux. De plus, comme Shena est une fille, elle serait dangereuse pour la vertu de Haru car ils seront toujours ensemble. En les regardant se disputer, Shena anticipe les doutes de Tina à son égard. Elle est déterminée à vaincre Tina pour attirer l'attention de Haru. Même si Tina est la servante personnelle de Haru, elle doit juste s'attacher à lui et s'assurer qu'il s'appuie sur elle à la place. Ensuite, elle doit conquérir Haru et trouver un moyen de le monopoliser. Une fois la nuit tombée, elle utilisera ses charmes sur son maître. La simple pensée de se rapprocher de Haru la fait sourire malicieusement. La nuit tombe et Tina est déjà dans sa chemise de nuit transparente. Elle se dirige vers le lit de son maître mais devient frustrée lorsque Shena la devance. Shena explique que l'endroit le plus sûr pour elle est à côté de son maître. Elle demande aussi pourquoi Tina semble prévoir de dormir à côté de Haru également. Tina admet qu'elle va dormir avec Haru, mais le renard souligne que c'est mal puisqu'elle est leur professeur à l'académie. Frustrée, Tina répond qu'aucune règle à l'académie ne lui interdit d'être avec son maître. Voulant se reposer, Haru appelle Tina pour qu'elle dorme de l'autre côté du lit. En entendant cela, Tina se redresse immédiatement et se rapproche de lui sur le lit. Il dit ensuite à Shena de se rapprocher et ils finissent par s'endormir. Le lendemain matin, Tina se lève tôt pour préparer le petit déjeuner. Elle jette alors un œil à son maître dormant paisiblement à côté de Shena sous sa forme de renard. Sentant de la chaleur dans son cœur, elle lui sourit en pensant qu'elle ne peut pas en vouloir à son maître innocent. Plus tard, Shena est maintenant réveillée et jette un coup d'œil à Tina qui prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Le renard à 9 queues jette un coup d'œil à la nourriture préparée et commente qu'elle a l'air délicieuse. Tina lui en offre une bouchée, ce que Shena accepte.
La jeune fille grignote le plat et est ravie lorsque les vagues de saveur éclatent dans sa bouche. Elle déclare qu'elle n'a jamais rien goûté d'aussi savoureux de sa vie. Tina lui dit que c'est le plat préféré de Haru. La jeune fille s'arrête un moment et regarde le plat devant elle. Tina soupire et lui propose de lui apprendre à cuisiner le plat, comme si elle lisait dans ses pensées. Le renard à 9 queues s'illumine à l'idée qu'elle puisse aussi préparer un délicieux repas pour son maître. Tina lui sourit et promet de lui apprendre puisqu'elle restera dans le même manoir que son maître. Plus tard, Tina enseigne le plat à Shena. La jeune fille laisse tomber de nombreuses coquilles d'œufs dans le bol, mais ce n'est pas un mauvais début pour elle. Ensuite, elle verse soigneusement le mélange d'œufs dans la poêle. Tina lui dit que l'ustensile qu'elle utilise est en cuivre, qui a une excellente conductivité thermique pour rendre l'œuf moelleux. Quelques instants plus tard, le plat est déjà prêt, et Shena le goûte en premier. Elle est étonnée que de simples œufs puissent se transformer en un plat raffiné. Après lui avoir appris avec succès à faire une omelette, Tina est impatiente de lui apprendre à cuisiner des plats en bouillon plus tard. Le renard imagine ce que Haru lui dirait une fois qu'il aurait goûté son omelette. Elle demande ensuite à Tina si leur maître dort encore. La servante répond qu'il devrait avoir tout juste fini de courir et de pratiquer la magie dans le jardin. Et c'est bien vrai. Quand elle regarde en bas par la fenêtre, le garçon est déjà en train de s'entraîner à lancer de la magie du feu. Tina raconte que c'est un enfant si tenace depuis ses 5 ans. Elle sourit tendrement à ce souvenir et révèle que la raison pour laquelle il y a des barrières défensives aussi puissantes autour du manoir est la détermination inébranlable de son maître. Il est toujours prêt à apprendre de nouvelles choses sur la magie et à la pratiquer. C'est un sacré travailleur. C'est une des raisons pour lesquelles elle aime tant Haru, et Shena est d'accord, commençant à apprécier le garçon encore plus en l'observant. Après son entraînement, Haru entre dans le manoir et est accueilli par ses 2 servantes. Shena lui montre avec enthousiasme l'omelette qu'elle vient de faire. Il est surpris que Tina lui ait appris ce plat. La servante intervient, disant qu'elle ne peut pas laisser le renard rester là gratuitement. Il prend une bouchée de l'omelette et est immédiatement impressionné par sa cuisson parfaite. Shena est ravie d'entendre que son maître a aimé sa cuisine. Ainsi, un nouveau membre vient de rejoindre leur famille grandissante. Quelques jours plus tard, Tina annonce en classe qu'un match de classe aura lieu dans 3 jours entre les premières années et les 7e années. Comme ils affrontent les aînés, ils ne peuvent s'empêcher d'être nerveux. Tina ajoute qu'il s'agit d'un match en relais à 5 contre 5. Elle leur dit de croire en leur propre pouvoir car elle sait qu'ils sont plus forts. Plus tard, les représentants des premières années sont Haru, Luke, Rifa, Mel et Yoko, et ils affrontent les représentants de la classe de 7e année, composée de Nar et de son laquais. Les 2 classes s'alignent face à face tandis que Luna, qui regarde depuis le public, est surprise de voir des visages familiers. Les aînés se moquent d'eux, les trouvant si exigeants qu'ils devraient abandonner la belle salle de classe que le père de Haru a sûrement obtenue pour eux. Luke les reconnaît comme les brutes qui ont harcelé Luna lors de la cérémonie d'entrée. Haru est d'accord et ajoute qu'ils semblent s'être portés volontaires pour les combattre afin de prendre leur revanche. Sur ce, il évalue leur mana acquis, se demandant à quel point ils sont forts. Cependant, il est déçu en voyant que leur niveau de mana est bien trop bas pour des aînés. Luke et lui sont incrédules après avoir découvert leur incompétence, laissant échapper leur incertitude quant à leur mérite d'étudier à l'académie. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils soient même dignes d'être leurs adversaires. Puis, ils remarquent que Luna est contrariée. Inquiète, les filles lui demandent ce qui lui est arrivé. Comme elle commence à pâlir, Rifa l'incite doucement à parler. Un peu hésitante, elle finit par partager que les aînés qu'ils s'apprêtent à affronter sont ceux qui l'ont harcelé lors de la cérémonie d'entrée. Heureusement, Luke et Haru étaient là pour l'aider. Rifa lui conseille de se reposer à l'infirmerie pour le moment, tant qu'elle ne se sent pas bien. Elle refuse, disant qu'elle veut encourager tout le monde. De retour dans l'arène, Nar et son ami, Tom, se moquent de Rifa. Comme c'est elle qui combat, Nar lui dit qu'elle a de la chance car elle va apprécier ses techniques. Elle les regarde avec dégoût, les traitant de déchets. Elle traverse l'arène et dit à Luna qu'elles organiseront bientôt leur fête de la victoire dans son restaurant préféré, et que d'ici là, elle devrait continuer à les encourager. Yoko et Mel regardent depuis la touche, attendant leur tour et encourageant Rifa. Yoko soupire en commentant que le combat sera terminé en un rien de temps et ne sera pas un grand spectacle pour le public. Mel est d'accord avec son sentiment. Au début, elle était inquiète parce qu'ils sont des élèves plus âgés, ce qui les faisait paraître redoutables. Mais après avoir affronté les gargouilles de Tina, plus rien ne peut la déstabiliser. En rencontrant les aînés maintenant, elle sent qu'ils sont nettement plus faibles qu'eux en termes de quantité de mana. Honnêtement, elle trouve impossible qu'il y ait une chance de perdre le duel. Cependant, Luke commente qu'ils ne devraient pas baisser leur garde. Ils ne sont pas sûrs s'ils ont des armes secrètes ou des tours dans leur sac qu'ils pourraient utiliser contre eux. Rifa est d'accord avec lui et dit à tout le monde qu'ils doivent rester prudents. Elle leur demande de se détendre pour l'instant, ajoutant qu'elle s'occupera du combat pour le moment. Haru lui souhaite bonne chance. Tom la provoque pour qu'elle attaque la première, déterminée à lui montrer que leur combat se terminera en sa faveur. Elle trouve imprudent qu'il lui demande de tirer la première. Se sentant sous-estimée, elle bande son arc et rassemble une quantité incroyable de mana autour d'elle. Mais grimpe sur la balustrade pour mieux voir Rifa. Elle est stupéfaite de voir à quel point elle est une grande maîtresse du vent. Absorbée par le combat, elle ne remarque pas que le vent de Rifa se dirige vers eux. Il la renverse et elle tombe de la balustrade. Heureusement, Haru réagit rapidement et l'empêche de tomber. Il est surpris par sa légèreté.
Leur visage se retrouve accidentellement à quelques centimètres l'un de l'autre, ce qui le fait rougir. Soudain, sa sœur jumelle Mei arrive pour l'éloigner de Haru. Mei se met sur la défensive et la protège de lui. Mei essaie d'expliquer comment il l'a sauvée pour la calmer. Mei remercie Haru d'avoir sauvé sa jumelle mais l'avertit de ne pas trop s'approcher d'elle. Pendant ce temps, dans l'arène, Rifa vient de déchaîner sa puissance du vent, surprenant son adversaire avec la quantité de mana qu'elle possède. Luna ne peut pas quitter Rifa des yeux et regarde avec la même intensité que Haru et Luke. Tom grince des dents de frustration, son ego blessé qu'une première année comme elle ait plus de mana que lui. Il active un sort de bouclier tandis que Rifa décoche sa flèche explosive dans sa direction. La sueur perle sur le front de Tom alors qu'il est repoussé par la puissance de Rifa. Elle fronce légèrement les sourcils après avoir accidentellement laissé échapper sa puissance du vent. Les autres élèves paniquent lorsque Tom vole dans leur direction sous l'impact de l'attaque. La barrière qui aurait dû les protéger est brisée, et les élèves sont donc également touchés par le coup et sont tous projetés hors de l'arène. Les premières années acclament la victoire éclatante de Rifa. Impressionnée, Tina se dirige vers l'arène et félicite son élève pour avoir balayé tous ses adversaires en un seul coup. Elle ajoute que la barrière d'un professeur lambda ne pourrait jamais arrêter la magie de son élève, ce qui met le professeur sur les nerfs. Il qualifie l'attaque de faute car elle venait de l'extérieur de l'arène. Cependant, un autre professeur souligne que la victoire revient toujours aux premières années car les autres membres des 7e années sont désormais tous incapables de se battre. Il ne s'attendait pas à ce que la barrière d'un professeur soit brisée par le sort d'un élève. Insulté par cela, le professeur déclare que les 4 autres élèves blessés ne faisaient pas officiellement partie des concurrents. Sur ce, il appelle un autre élève nommé Edgar en disant que c'est son tour. Endormi, l'élève se réveille soudainement, confus d'avoir son tour. Maintenant debout, il passe le livre qui couvrait son visage à sa camarade de classe, Rika. Elle l'informe que Rifa vient de vaincre 4 de leurs camarades et qu'il demandait une revanche. Puisque les premières années ont accepté, il devrait envoyer un autre groupe d'aînés pour les combattre. Même s'il n'a pas assez dormi, Edgar n'a d'autre choix que de se battre. Pendant ce temps, Tina félicite à nouveau Rifa pour son sort incroyable. Elle lui demande ensuite de se retirer et de laisser Yoko affronter le prochain représentant des aînés. Ryuka saisit la main de son frère en disant qu'il doit gagner, même si cela signifie mourir. Sous pression, il accepte ses paroles. Pendant ce temps, Tina commence à élaborer une stratégie pour le combat à venir. Elle a délibérément choisi Yoko ensuite car il est doué en combat rapproché, comme Edgar. Elle ne s'attendait pas à ce que le garçon monte sur le ring, car il a toujours été si nonchalant à propos des choses qui l'entourent. Yoko s'étire les bras en déclarant qu'il devrait terminer le combat en beauté, comme Rifa. Regardant son adversaire, Edgar lui demande s'il est un sang-dragon. Yoko le confirme et déclare qu'il peut paraître arrogant, mais qu'il est un adversaire redoutable. L'aîné est d'accord car les draconiens sont connus pour être redoutables. Il soupire en admettant qu'il ne veut pas combattre Yoko, mais qu'il y est obligé. Pendant ce temps, le secrétaire des aînés aperçoit le président de leur classe, Rin, debout en train de regarder. Occupé à regarder, il attire son attention et l'interroge sur la montagne de travail qu'il a encore à faire. Rika le regarde, se sentant mal qu'il doit veiller toute la nuit à cause de ses devoirs. Ren lui assure qu'il peut terminer la paperasse dans les délais. De retour dans l'arène, Edgar se concentre sur le public et marmonne qu'il refuse de perdre contre qui que ce soit, sauf leur président. Perplexe, Yoko est d'abord confus mais choisit de se concentrer sur leur combat. Il veut se la péter un peu devant ses camarades, alors il libère sa forme de dragon. Il se jette sur son adversaire, déclarant qu'il terminera le combat d'un seul coup. Il frappe Edgar avec sa griffe de dragon, mais l'aîné parvient à ériger une barrière avant qu'il ne puisse l'atteindre. Sur ce, Edgar saisit l'occasion et le frappe alors que sa garde est complètement ouverte. Yoko perd connaissance après l'attaque consacrant Edgar vainqueur de la manche. Ryuka se lève de son siège après avoir vu son frère à terre, l'inquiétude gravée sur son visage. Ryuka se précipite à l'infirmerie pour suivre son frère, déclarant qu'il est un idiot d'avoir baissé sa garde. Cependant, Haru souligne qu'il n'a pas baissé sa garde. Edgar est tout simplement un adversaire plus fort. L'expression de Ryuka s'adoucit, mentionnant qu'elle s'assurera de féliciter son frère à son réveil. Tina est d'accord avec Haru sur son évaluation d'Edgar. Le jeune homme est l'un des sages d'élite de l'académie, et il est même au conseil des élèves. Lorsqu'on lui demande si elle peut prédire ses mouvements, Mel admet qu'elle peut les suivre, mais ce sont ses attaques qui sont difficiles. Tina dit à Luna que c'est son tour de se battre. L'élève est choquée car elle n'est pas une bonne combattante. Le professeur suggère qu'elle utilise ses sorts de renforcement pour soutenir Mel pendant qu'elle affronte Edgar. Perplexe, l'élève demande si le renforcement peut réellement traverser la barrière et si la magie de soutien est autorisée pendant le combat. Pendant que Luna fournit des renforcements de soutien à Mel, Tina souligne qu'il est juste de soutenir les combattants. Elle ajoute que seuls les élèves de la même classe peuvent aider. Sur ce, Luna ne cesse pas retenue en renforçant Mel. Edgar semble amusé par la tournure des événements. Il affronte maintenant une femme bête et une enchanteresse. Honnêtement, il veut juste dormir, donc il doit abréger ce combat. Mel déclare qu'elle vengera Yoko. L'aîné en rit, soulignant que ce sont eux qui ont éliminé leur représentant en premier. Il sent alors que son équipe utilise également des sorts de soutien pour lui. Rin remarque qu'il utilise la même triche et déclare que Edgar déteste ce genre de choses.
Rika souligne que le match est terminé puisque le professeur est intervenu et a enfreint toutes les règles de combat de classe. Mais elle peut absolument sentir le sort de soutien de Luna bouillonner en elle. C'est une sensation incroyable et elle sent que sa puissance est augmentée grâce à elle. Elle prévoit de tout donner pour que les efforts de ses camarades ne soient pas vains. Elle saute alors et lève son poing contre l'aîné. Elle frappe avec une vitesse incroyable, mais Edgar parvient à bloquer toutes ses attaques. Elle frappe accidentellement un autre leurre, ce qui aide Edgar à esquiver son poing. Elle serre la mâchoire de frustration. Le jeune homme n'utilise pas seulement des sorts de leurre, mais il peut aussi parfaitement détecter ses mouvements, ce qui l'empêche de lui porter un coup. Heureusement, Luna lui donne un coup de pouce supplémentaire, ce qui la maintient en lice. Elle lance une autre attaque et pense avoir touché, mais il s'avère que c'est un autre coup hors limite qui brise à nouveau la barrière. Enragée, elle lui crache dessus pour toujours esquiver sans même attaquer. Edgar la provoque pour qu'elle lui porte au moins un seul coup. Il a un sort de renforcement sur ses jambes qui rend ses mouvements beaucoup plus rapides. Cela le rend encore plus confiant et même elle sur les nerfs, elle lui assène un coup de pied aérien. Le coup de pied atterrit sur un autre leurre, ce qui frustre encore plus Mel. Il la félicite pour ses jambes puissantes. Voyant son adversaire imperturbable, elle reconnaît que si le combat continue, elle perdra probablement. Alors, elle est choquée quand il abandonne volontairement et déclare sa défaite. Il est à court de mana et de force, et il est complètement épuisé. Il dit alors à l'arbitre qu'il abandonne officiellement le combat. De plus, il déteste simplement utiliser du soutien pendant le combat, car sa victoire ne signifierait plus grand-chose maintenant. Comme personne d'autre ne peut encore se battre, l'arbitre déclare que le match est terminé et que la gagnante est Mel. Elle s'approche d'Edgar et lui demande pourquoi il a abandonné le combat. Il s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir terminé le combat, mais admet que c'était un combat plutôt amusant. Tina regrette que Haru et Luke n'aient pas eu l'occasion de montrer leurs capacités. Haru la rassure en lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car leur classe est la meilleure. Luke intervient, mentionnant qu'il n'est pas sûr qu'il aurait pu le battre. Haru dit la même chose pour lui-même, car il y avait quelques sorts qu'il voulait essayer, mais sans garantie de les réussir. Pendant ce temps, le professeur se précipite vers Edgar, en colère qu'il ait fait de lui un leurre. Avec la blessure bien visible sur son visage, le professeur se déchaîne en lui demandant pourquoi il l'a utilisé comme leurre. Edgar ignore sa colère, alors l'homme menace de le punir sévèrement pour l'avoir utilisé. À ce moment-là, Rin apparaît et accuse le professeur d'avoir ouvertement triché dans le combat précédent. Il souligne que son secrétaire a enregistré quelque chose de très intéressant et le lui montre. Après lui avoir montré sa tricherie, Rin lui dit d'arrêter de harceler Edgar qui a simplement refusé de tricher dans le jeu. Il sourit ensuite à Edgar et commente qu'il est toujours aussi grincheux. En voyant l'aîné, Rifa commente qu'il lui est familier. Tina lui dit que ce n'est autre que Rin, le président du conseil des élèves. Il doit lui être familier depuis son discours de bienvenue aux nouveaux élèves. Il est connu dans l'académie comme le mage le plus puissant. En entendant cela, Haru songe que s'il devait un jour affronter cet homme, ce serait certainement un combat difficile. Il demande alors à Tina s'ils ont une chance de vraiment gagner contre Rin. Ils n'ont qu'à s'entraîner intensément et ce sera certainement réalisable. Mel sent la fatigue jusqu'aux os à cause de l'entraînement non-stop depuis leur inscription à l'académie. Elle en arrive à un point où elle ne veut plus rien faire et veut juste rester allongée dans son lit. Luna entre dans la pièce et la salue joyeusement. Elle lui donne ensuite une boîte de chocolat de la Saint-Valentin en signe d'amitié. Mel s'arrête un instant et réalise que ce jour spécial lui avait échappé. La Saint-Valentin est devenue une coutume dans leur monde, influencée par les héros invoqués d'un autre monde qui ont également enrichi la vie des gens là-bas. Comme les chocolats peuvent être facilement fabriqués dans leur monde, la tradition d'en offrir lors d'un jour spécial a été facilement recréée. Réalisant son erreur, Mel sort de la salle de classe et bouscule Haru. Luna s'excuse en son nom, disant qu'elle est dans la lune depuis la fin du match. Elle le salue ensuite et lui tend une boîte de chocolat en signe de gratitude pour l'avoir sauvé lors de la cérémonie d'entrée. Comme il est assez spécial, elle ajoute un peu plus de chocolat pour lui. Le garçon exprime sa gratitude pour avoir reçu des chocolats de sa part et se souvient qu'il n'a pas reçu de Tina et Shena. À ce moment-là, les jumelles, Mei et Mei, entrent dans la pièce et acceptent les chocolats de Luna. Les jumelles sont assez surprises par ce geste car elles ne connaissent pas la Saint-Valentin. En entendant cela, Haru réalise que les jumelles ne sont pas des êtres humains. Se souvenant de son interaction avec elles plus tôt, il peut dire qu'elles sont définitivement d'un autre monde. Mais exprime qu'elle devrait également donner des chocolats à Haru en signe de gratitude. Cependant, Mei n'est pas d'accord, toujours de mauvaise humeur à cause de l'incident précédent. Curieux, Haru veut savoir pourquoi Mei est si indifférente envers lui. La matinée commence paisiblement alors que Tina salue tout le monde. Elle sort un gâteau au chocolat fraîchement préparé, suscitant leur admiration. Elle demande de l'aide pour distribuer les desserts, et les autres acceptent rapidement. Soudain, Haru entend la voix énergique de Mel à son retour. Elle arrive avec des plateaux de chocolat chaud, ajoutant à l'ambiance festive. Tina trouve son timing parfait alors que Luna aide Mel à distribuer les boissons. Soudain, Rifa est surprise en remarquant une pièce d'or cachée dans son gâteau. Tina révèle qu'elle a délibérément placé un prix porte-bonheur à l'intérieur, ce qui pousse Rifa à réagir avec émotion et à le considérer comme une bénédiction précieuse. Les filles regardent joyeusement Rifa tandis qu'elle ressent ses émotions. Haru réfléchit à la façon dont la Saint-Valentin a été introduite par des héros invoqués il y a longtemps,
utilisant les chocolats comme un moyen pour les amis et les amants d'exprimer leurs sentiments, leur permettant d'ouvrir leur cœur et de renforcer leurs liens. Une prise de conscience soudaine le frappe alors qu'il regarde ses mains. Haru trouve amusant que les filles donnent des chocolats comme au Japon, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose d'étrange et se demande s'il manque quelque chose d'important. Haru panique quand il réalise qu'il n'a reçu aucun chocolat de Tina, se souvenant qu'elle lui donnait toujours quelque chose en premier chaque année. Il essaie de se rassurer en se disant que Tina a dû préparer quelque chose de spécial. Se convainquant de ne pas trop réfléchir, il rentre à la résidence. Le temps passe tranquillement et il est déçu que rien ne se passe encore. Jusqu'à ce que Tina apparaisse enfin à la porte de Haru, lui demandant un moment. Elle s'excuse d'être en retard et explique que sa préparation pour la technique spéciale a pris plus de temps que prévu, ce qui sème la confusion dans l'esprit de Haru. Tina présente nerveusement son chocolat fait maison destiné uniquement à lui, tandis que Haru n'arrive pas à croire que c'est quelque chose que les héros d'il y a 100 ans leur ont transmis. Tina admet timidement qu'elle se sent gênée, car c'est leur première Saint-Valentin en tant qu'amoureux après tout. Elle demande anxieusement si elle a bien fait les choses. Haru complimente sincèrement le chocolat, disant qu'il est incroyable, tout en remerciant silencieusement les héros invoqués il y a un siècle. Tina est visiblement soulagée et ravie de sa réaction, puis elle lui demande de commencer. Soudain, Shena fait irruption dans la pièce sans prévenir, demandant si Haru va bien. Le chaos éclate alors qu'elle annonce fièrement sa propre création chocolatée, provoquant une réaction de choc et d'embarras chez Tina. Plus tard cette nuit-là, Haru réfléchit que chaque chocolat qu'il a reçu cette année était absolument délicieux. Tard dans la nuit, dans le dortoir de l'académie, une partie de jeu de société atteint un état inhabituel sans plus d'espace pour la pièce noire. Mais elle réalise que le plateau a été complètement retourné à une seule couleur. Luna est choquée après sa victoire alors que Luna la félicite d'être forte. Après avoir perdu tant de manches, Luna décide de ne pas se retenir à la prochaine. Le jeu reprend alors qu'elle place sa pièce avec confiance. Le lendemain, Luna explique qu'elle a invité Mel à une soirée pyjama pour lui remonter le moral. Haru essaie de consoler Luna car elle se sent déjà assez mal pour Mel. Silencieusement, Haru note que Luna n'est pas seulement douée aux jeux de société, mais qu'elle est aussi vive d'esprit et connaît bien la magie. Même en classe, Luna répond aux questions difficiles avec une facilité déconcertante. Yoko et Mel ont plus de mal avec la théorie malgré leur grande capacité physique. Haru pense que la classe elle-même est inhabituellement intense. Pendant ce temps, dans la salle du conseil des élèves, on remarque qu'il y a beaucoup de choses inhabituelles dans la classe de première année. Luke, le petit-fils du directeur, maîtrise déjà la grande magie en tant que première année. Luna est identifiée comme une brise-sort d'une classe défavorisée qui a tout de même intégré l'académie d'élite. Rifa est mentionnée pour avoir vaincu 5 aînés de haut niveau en même temps. Mel est remarquée pour sa fusion des arts martiaux avec la magie. Pendant ce temps, Connie rapporte qu'une fille dragon dans la classe possède un pouvoir de guérison incroyable pendant qu'il enquête sur une autre, décrivant toute la classe comme une anomalie totale. Rin note que la classe est appelée la classe légendaire de Tina, incitant Connie à enquêter davantage sur le sujet. La pièce est remplie de peluches et de snacks, expliqués comme des dons envoyés à un orphelinat au nom de l'académie. Pendant ce temps, quelqu'un est surpris que Shena soit un démon, ce qui l'amène à confirmer qu'elle sert fidèlement Haru comme son maître. Son statut prouve qu'elle est vraiment un démon. Luna est choquée d'apprendre que Yoko est niveau 99. Elle explique qu'elle ne fait aucun mal, sauf si son maître le lui ordonne. Elle révèle que sa spécialité est la magie de contrôle mental. Shena ajoute qu'elle pourrait asservir des êtres de niveau inférieur si elle le souhaitait. Luke et Yoko répondent avec assurance qu'ils vont tous les deux bien, ce qui choque Haru. Rifa révèle que Shena aurait pu la vaincre puisqu'elle n'est que niveau 80 après tout, ce qui soulage Haru d'avoir fait un pacte avec Shena avant qu'elle ne fasse quelque chose d'imprude. Pendant ce temps, Ryuka partage qu'elle est niveau 62, tandis que Mei et Mel sont toutes niveau 60. Luna admet qu'elle n'est que niveau 52 et est impressionnée par tous les autres. Soudain, Haru sent quelque chose de familier dans cette situation. Ryuka rassure Luna et explique que sa progression est exceptionnelle pour une classe de soutien d'enchanteurs. Le groupe félicite Luna de toujours les sauver, lui disant d'être fière. Elle accepte joyeusement et les remercie alors que Haru se sent mis à l'écart. Grâce à Haru, dit Luna, ils peuvent étudier sans craindre le contrôle mental de Yoko. Il rit, disant que Yoko a agi de son propre chef. Silencieusement, il se demande ce qu'il devrait faire ensuite jusqu'à ce qu'il décide qu'il est peut-être temps de révéler son propre niveau. Haru remarque que tout le monde partage son écran de statut, sauf lui. Réalisant qu'il ne peut pas garder son secret pour toujours, il s'inquiète que sa malédiction soit révélée à tous. Haru est déterminé à s'excuser auprès de Tina pour avoir gardé le silence. Il trouve enfin le courage de révéler son niveau, mais Luke l'arrête et insiste sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de montrer le statut de Haru, car il ne veut pas le voir. Haru semble surpris par sa réaction. Luke admet qu'avant de s'inscrire, il pensait que seul le directeur pouvait être plus fort que lui à l'académie. Il se souvient de sa rencontre avec Haru et réalise à quel point il s'était trompé dans ses propres suppositions, reconnaissant que Haru est bien plus fort que lui. Silencieusement, Haru trouve que ce malentendu est en sa faveur. Rifa est d'accord avec Luke, empêchant Haru de s'expliquer davantage. Yoko explique nonchalamment que poursuivre des objectifs élevés trop sérieusement peut ruiner une personne, tandis que Ryuka est d'accord et admet qu'elle non plus ne veut pas voir son statut. Haru se détend,
disant qu'il est difficile de montrer quelque chose comme ça après tout ce dont ils ont discuté. Pendant ce temps, la classe arrive à l'un des sites d'entraînement gérés par l'Académie, au cœur de la forêt d'acier, où le cours aura lieu. Alors qu'ils traversent le terrain, Luke dit que cette zone est généralement réservée aux 5e années, avec des monstres qui errent encore à proximité. Et malgré leur surprise d'avoir reçu la permission, on leur dit de commencer à s'entraîner en solo. Apprenant que la leçon du jour consiste à combattre des monstres, Yoko suggère nonchalamment d'en faire un concours pour voir qui peut en abattre le plus. Rifa trouve son idée amusante et suggère de faire équipe. Luna s'inquiète car elle ne peut qu'offrir du soutien, mais Luke lui demande de faire équipe avec lui à la place. Yoko décide de se mettre en duo avec Ryuka. Tandis que Rifa et Mel font équipe, mais Mei décide de se mettre en duo en tant que sœur, confirmant leur travail d'équipe. Shena déclare qu'il se mettra naturellement en duo avec son maître, et il accepte joyeusement. Quelqu'un demande soudain s'ils ont l'intention de se battre, le taquinant pour son laisser-aller. Tina apparaît de nulle part et remarque que tout le monde est rassemblé et prêt à commencer, effrayant Shena. Rifa la regarde avec de la nervosité dans la voix. Tina avertit tout le monde d'être prudent et lui donne un bracelet pour les urgences ainsi qu'un sifflet. Haru inspecte le bracelet avec surprise, alors que Tina prévoyait une compétition de chasse depuis le début. Yoko admet qu'il a entendu l'idée et l'a trouvée excitante. Tina explique que l'appareil magique enregistre à la fois le nombre et le rang des monstres vaincus. Elle précise que vaincre des monstres n'augmentera pas leur niveau et que l'exercice se termine à midi. Elle ajoute que coopérer ou concourir ont tous deux une valeur au-delà de la simple expérience. D'un joyeux claquement de mains, elle annonce le début officiel de l'entraînement. Yoko et Mel s'élancent dans la forêt, prêts à commencer la chasse. Le groupe réalise qu'ils se sont beaucoup éloignés des autres en se déplaçant dans la forêt. Shena propose avec énergie l'idée de chasser les monstres voisins, manifestement impatiente d'agir. Alors qu'ils marchent ensemble, Haru demande si sa magie de contrôle mental peut fonctionner sur les monstres, suggérant une approche différente. Ils discutent de la difficulté de trouver un monstre qui peut réellement être contrôlé, pesant le côté pratique de l'idée. Haru s'avance calmement et commence à former de la magie dans sa main, signalant qu'il va gérer la situation lui-même. Haru tend la main alors qu'une orbe de feu se forme, sa chaleur se propageant pendant que Shena observe de derrière. Elle observe calmement la braise rougeoyante, reconnaissant sa stabilité et son contrôle. Haru façonne davantage l'orbe de feu, la traitant comme un noyau tout en la renforçant avec des éléments supplémentaires. La magie commence à changer. Les flammes se tordent alors que l'orbe commence à prendre une forme de bête. La transformation s'intensifie, le feu se déformant complètement en une forme vivante alors que la puissance déferle vers l'extérieur. Shena est choquée après avoir vu Haru invoquer un cheval. Il le renforce avec de la magie en couche, ajoutant de la résistance et une armure pour stabiliser la construction. L'arme continue d'évoluer alors que sa structure se durcit, se concentrant sur une puissance de perçage brut. Haru enrobe l'arme de magie du vent, aiguisant sa vitesse et sa pénétration. Le processus se termine avec la lance de feu achevée, crépitant d'énergie, prête à être utilisée. Shena se fiche sous le choc en réalisant que quelque chose d'inattendu se produit juste devant elle. Elle réagit vivement, reconnaissant le sort et réalisant qu'il est bien au-delà de ce qu'elle avait d'abord supposé. De multiples constructions de feu finissent de se former autour de Haru, montrant qu'il en a créé plus d'une. Il lève les mains et envoie les chevaliers de feu en avant, leur ordonnant de chasser les monstres environnants. Les créatures se déplacent à l'unisson, il devient clair qu'il contrôle plusieurs invocations de haut niveau en même temps. Haru note que les chevaliers invoqués manient des lances de feu, expliquant que les armes ont été façonnées pour correspondre à leur forme. Shena s'inquiète immédiatement que Haru se surmène en maintenant autant de sorts avancés à la fois. Elle demande nonchalamment s'il veut puiser un peu de son mana, traitant la situation bien plus légèrement que prévu. Shena se fige alors que Tina l'appelle soudainement. L'attention se porte sur le bracelet alors que Tina lui rappelle que le cours est toujours en cours. Luke et Luna entendent soudain la voix autoritaire de Tina. Elle explique que les bracelets surveillent activement tout le monde pour la sécurité des étudiants. Tina avertit sévèrement que tout comportement inapproprié entraînera une disqualification immédiate et une note d'échec. Shena proteste avec frustration alors que l'instructrice la rabroue fermement sans laisser place à la discussion. Tina rappelle que s'ils retirent le bracelet ou sèchent le cours, ils perdront leur privilège de dîner pour la soirée. Shena réagit avec incrédulité, se tenant la poitrine alors que la punition est pleinement assimilée. Elle se plaint amèrement d'être privée de la cuisine de l'instructrice, considérant cela comme une épreuve cruelle. Pendant ce temps, Luke réfléchit tranquillement à l'avertissement, reconstituant ce que l'instructrice sous-entendait réellement. Il dessine des croquis, laissant entendre qu'un plan se forme alors qu'il examine la situation plus attentivement. Luke et Luna commentent la situation de Haru, notant qu'il semble lui aussi passer un mauvais moment. Luke signale nonchalamment les sentiments de Luna, la mettant dans l'embarras sans hésitation. Elle sursaute de choc, clairement prise au dépourvu par la franchise de la remarque. Paniqué, il devient évident pour Luke que ses sentiments n'ont jamais été subtils. Luke réfléchit aux actions de Haru, réalisant qu'il a peut-être donné à Luna une occasion de se tenir à ses côtés. Elle se souvient tranquillement des mots de Haru sur la cérémonie d'entrée, sentant qu'il la guidait doucement vers l'avant. Luke vérifie à nouveau, incrédule, pour se rendre compte que Haru a vraiment dit ces choses sans trop y réfléchir. Il comprend que sa suggestion de chocolat supplémentaire remonte à la Saint-Valentin, rendant ses actions involontairement significatives.
Luke commence à en dire plus, hésitant alors que ses pensées s'attardent sur le manque habituel de conscience de Haru. Le moment est interrompu lorsqu'il aperçoit un loup qui rôde à proximité, recentrant son attention sur leur environnement. Luna reste sur ses gardes alors qu'il l'identifie comme un monstre de la forêt d'acier, réalisant qu'il n'attaque pas encore sérieusement. Luke explique que même s'ils battent les loups, cela n'augmentera pas leur niveau car ce ne sont que des répliques d'entraînement. Le loup pousse un faible grognement tandis que Luna observe en silence, analysant la situation sans réagir. Luna prévient Luke que quelque chose cloche avec le loup alors qu'elle lance un sort de soutien. Luke se place devant elle, réagissant instantanément à la menace. Il remercie Luna pour son aide tout en se concentrant sur l'ennemi. Le temps semble ralentir alors que plusieurs loups chargent ensemble. Luke bloque une attaque puissante, réalisant que leurs coups ont une force inhabituelle. Luke se demande si cette forêt est vraiment destinée à une leçon. Il dit à Luna de se préparer pendant qu'il contre-attaque. Une explosion éclate là où le loup frappe. Luke confirme qu'un ennemi est à terre alors que la poussière retombe. Il reste vigilant, sentant plus de danger à proximité. La forêt devient anormalement silencieuse, amplifiant la tension. Luke identifie l'ennemi comme des mananiums. Il note que ce sont des monstres de haut rang avec une résistance à la magie. Luke sent quelque chose d'anormal dans leur agression et leur nombre alors que Luna demande des instructions pendant qu'il se prépare à bouger. Soudain, Mel charge en avant sans se retenir, attirant l'attention. Rifa crie qu'elle a l'attention du monstre et attaque. Mel loue le timing de la frappe. Rifa la remercie d'avoir servi de leurre. Le champ de bataille révèle encore plus de monstres qui se rapprochent. Pendant ce temps, un autre étudiant réalise qu'il y a beaucoup trop de monstres alors que des scorpions géants sont projetés dans les airs. Il les écrase avec une force brute, dégageant la zone immédiate avec confiance. Yoko confirme que le chemin est temporairement sûr. Yoko plaisante sur le fait que les monstres vaincus ont l'air appétissants, tandis que Ryuka met fermement fin aux commentaires. Luna note que les ennemis continuent d'arriver les uns après les autres, sans montrer aucun signe de ralentissement. Se tenant au milieu des restes, elle réfléchit à l'intensité de la leçon. Ryuka l'interpelle, essayant de briser l'ambiance pesante. Il lui répond sèchement alors qu'elle se moque de ses études, transformant la tension en chamaillerie. Mais s'arrête soudainement, sentant quelque chose de subtil dans l'air alors que son expression devient inquiète. Interrogée à ce sujet, elle admet sentir une faible perturbation, bien qu'elle ne puisse pas encore l'expliquer clairement. Elle se concentre, essayant de localiser la source de la sensation qui grandit autour d'eux. Mei se demande si ce sont simplement des monstres à proximité, mais elle rejette tranquillement cette explication. Mais compare le sentiment à la présence d'un seigneur puissant qu'elle a déjà ressenti, suggérant quelque chose de bien plus dangereux. Mei raisonne que le roi esprit du feu ne serait pas présent dans un endroit comme celui-ci, ce qui approfondit son inquiétude. Elle ajoute que la sensation est encore plus forte que la présence du seigneur Ifrit, laissant les autres confus. Alors qu'il continue, quelqu'un prend des nouvelles de Mei, s'inquiétant qu'elle ne se sente pas bien. Pendant ce temps, le système de Tina montre que les monstres agissent étrangement, confirmant que leur comportement est anormal. Elle rejette fermement l'idée que c'est normal, réalisant que quelque chose ne va vraiment pas. Tina se demande si les monstres sont influencés par quelque chose en dehors de la zone d'entraînement. L'attention se reporte sur la forêt alors que la tension monte, suggérant une présence invisible qui les observe. Les loups s'arrêtent et se déplacent en coordination, leurs yeux vifs alors que leur comportement devient délibéré. Mei et Mei réagissent instantanément, sentant le changement et se focalisant sur la source du danger. Un loup bondit soudainement en avant, rompant le silence et signalant le début d'une véritable confrontation. Rin observe depuis le ciel, sentant calmement un mana inconnu persister dans la zone. Elle confirme que la source est définitivement dans la forêt, précisant l'emplacement de la menace. Une étrange perturbation magique se propage dans la zone alors que plusieurs silhouettes aux présences puissantes apparaissent. Rin les observe attentivement et réalise que l'un de ces êtres ne devrait pas être capable de devenir plus fort. La scène se déplace vers un espace sombre et menaçant lié à la réincarnation, où la notion d'un dieu maléfique et d'une malédiction imminente est sous-entendue. La perspective froide de Nox est révélée, suggérant que les laisser mourir trop tôt serait un gâchis, à moins que leur vie ne serve un but plus grand. La pensée continue alors qu'il devient clair que le but n'est pas la destruction immédiate, mais de leur permettre de vivre assez longtemps pour en valoir la peine. Nox note que la réincarnation combinée à la malédiction consomme une énorme quantité de magie. Il ordonne à Rin de trouver une malédiction appropriée dans la bibliothèque Shikigami qui remplit des conditions spécifiques, et elle accuse réception de la tâche. La narration explique que même s'il n'existe qu'un seul pilier faible, une personne invoquée d'un autre monde devient quand même le héros de ce monde. Il ajoute que ceux qui sont bénis dès la naissance avec des corps et des capacités douées sont guidés vers des environnements favorables. La scène revient à Rin dans le présent alors qu'elle confirme les conditions de la cible, notant que la personne reste faible et ne meurt pas. Rin commence à chercher par elle-même, reconnaissant qu'il faudra du temps pour trouver la bonne malédiction. Elle fouille dans une collection massive, réalisant que la malédiction qu'elle cherche est d'une ampleur considérable. Un livre de malédiction spécifique est sorti, soulevant la question de savoir si une malédiction qui fixe le statut de quelqu'un est trop simple. Rin découvre que la malédiction était cachée sur une étagère secrète, presque manquée malgré sa puissance. Nox remarque qu'il existe d'innombrables malédictions comme celle-ci, admettant qu'il ne peut pas toutes se les rappeler. Rin réagit à l'idée d'être coincé au niveau 1 pour toujours,
reconnaissant que c'est un chemin qui mène droit au désespoir. Elle remarque que juste au moment où quelqu'un reprend espoir après avoir rencontré un dieu, un retournement cruel suit, trouvant le désespoir d'une âme réincarnée amusant, alors que Nox montre une excitation évidente. L'attention se porte sur le livre de sort lui-même, laissant entendre que ce livre spécifique est inhabituel. Il est révélé que le livre de sort a été scellé, expliquant pourquoi il est resté inaperçu si longtemps. Le dieu sombre a un jour tenté de créer une malédiction de plafonnement des statistiques, qui a accidentellement gelé tout le système de statut. La malédiction est expliquée comme permettant une utilisation illimitée de la magie tant que la victime reste en dessous d'un niveau de puissance fixe. Il est révélé que le dieu sombre avait initialement l'intention de l'offrir à un fidèle serviteur, mais après tant de temps, il a complètement oublié ses effets et son existence. En conséquence, la malédiction de fixation du statut a finalement été jetée sur Aru. Les conséquences sont montrées alors que la magie du dieu est lentement drainée, le dieu maléfique payant un lourd tribut pour le rituel. De retour dans le présent, Rin tente un sort de clairvoyance pour localiser la personne affectée, mais elle ne parvient pas à le trouver et se demande s'il ne serait pas déjà mort. Rin réalise que le héros de la prochaine génération n'a pas encore été confirmé et en conclut que la cible est toujours en vie. Elle raisonne que l'échec de sa clairvoyance pourrait être dû à une barrière massive couvrant la zone. Le temps est remis en question car on ne sait pas combien d'années se sont écoulées depuis que la malédiction a été jetée. Rin réagit soudainement, sentant enfin la présence de la personne. L'emplacement apparaît alors qu'elle identifie la source comme étant à l'intérieur d'une forêt. Une annonce d'urgence est diffusée, ordonnant à tout le monde de retourner immédiatement au point de départ car le cours est suspendu. On dit aux étudiants de garder leur distance pendant que des instructions sont diffusées à tous les participants. Rifa regarde autour d'elle, confuse, réalisant que Tina est introuvable. Quelqu'un se prépare à une escalade, reconnaissant qu'un sort à grande échelle pourrait devoir être déclenché. Tina se tient prête alors que les monstres commencent à bouger, avertissant tout le monde de rester vigilant. Tina s'avance et interpelle, remarquant Rin à proximité. Rin apparaît suspendu dans les airs, sa présence marquée par une forte aura magique. Un plan rapproché révèle l'expression calme de Rin alors qu'elle regarde vers le sol. Tina la confronte directement, exigeant de savoir qui elle est. En se déplaçant dans la forêt, elle réalise que le comportement du monstre est influencé par quelque chose d'invisible. Elle identifie calmement la source derrière la perturbation, désignant un étranger comme la véritable cause. Ses instincts réagissent alors que sa lignée répond, révélant que la présence devant elle est liée à un dieu maléfique. Tina fixe son regard droit devant, résolue que c'est celle qu'elle doit abattre. Elle s'avance sans hésitation, réduisant la distance avec intention. Rin réagit avec surprise, réalisant que Tina a déjà agi. Tina charge en avant et accuse Rin d'être celle qui contrôle les monstres de la forêt. Sans hésitation, Tina lance une frappe mortelle destinée à purger la menace. Rin réagit sous le choc et tente de toute urgence d'arrêter l'attaque. Le coup explose violemment, déchirant l'air. Les étudiants au loin sont pris de panique en assistant à l'explosion et en réalisant que Tina a été prise dedans. Tina se raidit en l'air, les yeux écarquillés, en réalisant que l'attaque n'a pas réussi à achever sa cible. Le choc s'installe lorsque les conséquences se dissipent et qu'il devient clair que sa frappe n'a eu aucun effet. Rin se tient indemne au milieu des nuages qui se dispersent, reconnaissant calmement la situation. Un regard attentif sur Rin ne montre aucune hostilité, seulement une conscience tranquille alors qu'elle observe Tina. Dans un changement soudain, Tina est tirée vers le bas alors qu'une puissante formation magique s'active sous elle. Rin est secoué en l'air alors qu'une force soudaine perturbe son contrôle, la laissant confuse par le contre-coup. Tina est projetée à travers la canopée de la forêt, tournoyant alors que de la magie résiduelle traîne autour d'elle. Elle retrouve son équilibre en l'air, se stabilisant et se préparant à contre-attaquer. Quelque chose brille haut dans le ciel alors que les arbres environnants réagissent, les branches pliant sous une pression invisible. Rin est repoussé par la même force, réalisant que son influence sur la forêt est supplantée. Rin se stabilise dans les airs, comprenant qu'elle ne peut pas encore se retirer, et force sa magie à tenir. Un grand cercle magique s'embrasse sous eux alors qu'une énergie instable jaillit vers le haut. Tina se rapproche soudainement par derrière, lançant l'attaque avant que Rin ne puisse réagir. Un cri perçant déchire l'air alors que l'affrontement attire l'attention d'Enba. Tina déchaîne une puissante explosion, poussant Rin à s'enfuir en panique. Rin supporte la pression brûlante, réalisant que sa proximité avec le dieu maléfique est la source de la réaction. Elle rassemble les pièces du puzzle et comprend que continuer à agir ne fera qu'empirer la situation. Alors que les flammes déferlent, Rin sent que le créateur pourrait le remarquer si la situation continue de s'envenimer. En bas, quelqu'un passe soudainement à l'action, bondissant vers le chaos qui se déploie. Rin se retourne brusquement en remarquant cette présence, reconnaissant Aru. L'expression de Rin s'adoucit lorsqu'elle réalise que la seule présence de Tina suffit à stabiliser la situation. Tina attrape Rin en plein vol, l'éloignant des flammes alors que le danger s'apaise brièvement. L'élan les sépare alors que Tina atterrit tandis que Rin se libère de son emprise. Rin confie silencieusement à Tina la protection des autres, formant un dernier sort avec une calme détermination. Avec un léger sourire, Rin se prépare à agir seul, laissant entrevoir un cadeau d'adieu sous le regard de Tina. Tina sent que quelque chose ne va pas alors qu'un frisson glacial la parcourt, son expression se crispant d'alarme. Une vague aveuglante éclate devant elle, et Tina tend instinctivement la main, criant pour que ça s'arrête.
Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle réalise que l'attaque a déjà percé, frappant trop vite pour être interceptée. Du chaos, une silhouette monstrueuse émerge, et Tina réagit avec choc alors que la menace se rapproche. La créature chute de manière incontrôlable, prévenant qu'à ce rythme, ils s'écraseront directement au sol. Shayna pousse un cri de stupeur, appelant Tina tout en tendant la main vers le chaos. De loin, les élèves aperçoivent une silhouette en chute, réalisant avec incrédulité qu'il pourrait s'agir de Tina. Les yeux de Haru s'écarquillent alors qu'il sent que quelque chose ne va terriblement pas, la panique s'installant. Il lève les yeux et crie le nom de Tina, la regardant tomber, impuissant. Soudain, Yoko apparaît et ordonne au monstre de lâcher Tina. Alors qu'il chute dans les airs, le monstre masqué entraîne Tina avec lui tandis que Yoko plonge à leur poursuite par en dessous. Réduisant la distance, Yoko arme son poing et crie de fureur, interpellant le monstre alors qu'il se prépare à frapper. Alors qu'il tombe, Yoko assène un puissant coup de poing vers le bas en direction du monstre masqué, tandis que Tina est prise entre eux. Yoko se rapproche en plein vol, fixant le monstre d'un regard perçant alors que la confusion traverse son esprit. Il pivote et lance un coup de pied sauté, mais le monstre ne semble même pas encore réagir. Le coup de pied atterrit brutalement, l'impact se propageant vers l'extérieur alors que le corps du monstre tressaille sous le choc. Paniqué, Yoko crie à Rifa de sauver la professeure alors qu'il continue de chuter. Rifa réagit avec irritation, posant sa main au sol alors qu'elle se prépare à intervenir malgré le chaos. Tina tournoie, impuissante, dans les airs, son corps complètement retourné alors qu'elle perd le contrôle. Rifa crie de frustration, lui disant de dire quelque chose avant de sauter, puis appelle urgemment Mel pour qu'elle rattrape Tina. Mel fonce sans hésiter, leur criant de lui laisser faire alors que le vent tourbillonne autour de son poing. Elle prend appui sur un arbre à pleine vitesse, se propulsant vers le haut pour intercepter Tina en pleine chute. Mel s'écrase à travers les arbres, les branches se brisant alors que son élan trace un chemin vers le bas. Elle pivote en plein vol et tend la main, réduisant à peine la distance alors que Tina continue de tomber. Mel finit par rattraper Tina et absorbe l'impact alors qu'elles s'écrasent au sol ensemble. Ryuka se précipite, alarmée, appelant Tina en la voyant étendue, inerte. Mel exige immédiatement que Ryuka la soigne, réalisant que Tina a déjà perdu connaissance. Tina gît inconsciente pendant que les élèves vérifient son état, réalisant que quelque chose de grave se passe au-delà des blessures visibles. On appelle Yoko de toute urgence alors que Ryuka soutient Tina et essaie de la stabiliser. Ryuka sent quelque chose d'anormal et identifie rapidement la cause comme étant du poison plutôt que des dégâts physiques. Yoko se ressaisit et reste sur ses gardes alors que la situation devient plus dangereuse que prévu. À proximité, le monstre serre silencieusement la main, suggérant que la menace responsable est toujours proche. Yoko réalise que Tina s'est effondrée à cause du poison, confirmant la véritable cause de l'attaque. Soudain, Yoko est stupéfait lorsque Luna crie une technique de respiration. Elle active plusieurs améliorations à la fois, renforçant les défenses, augmentant la puissance et la vitesse, et déployant des gardes superposés. Yoko interpelle Luna, reconnaissant pour l'amélioration de puissance. Il avertit de garder ses distances avec le monstre, concluant qu'ils auront besoin d'une force écrasante pour percer ses défenses. Dans un flashback, Yoko avait du mal à bouger et réalisait qu'il ne pouvait pas se pousser plus loin dans son état actuel. Alors que Ryuka plaisantait sur une victoire par forfait, on a réprimandé Yoko pour qu'il reste à terre tandis qu'il admettait être devenu un poids mort. Ryuka a sèchement rejeté l'idée, refusant de traiter la situation à la légère. Elle a expliqué que lorsque Yoko s'est effondrée, Haru les a informés de ce qui s'était réellement passé. Yoko en a conclu que ce n'était pas que Tina était faible, mais que l'ennemi était simplement beaucoup plus fort que prévu. Un avertissement retentit alors que Edgar repérait une ouverture et se préparait à frapper. Ryuka songeait qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un dragonquin reçoive de la sympathie d'un humain, mais elle était heureuse que Yoko soit reconnue. À présent, il se ressaisit et réalise que ce n'est pas un tournoi, mais un vrai combat où des vies sont en jeu. Même sachant que l'ennemi est plus fort, Yoko fonce en avant, déclarant qu'il fera tout ce qu'il peut et déchaînant la griffe du dragon. Une violente onde de choc déchire la forêt, dispersant des débris alors que l'affrontement fait rage. Haru et Shayna se préparent tandis qu'elle observe attentivement et reconnaît la puissance indubitable des dragonquins, le confirmant avec détermination. Yoko remercie Luna pour son soutien tout en restant vigilant face au danger que représente leur adversaire. Il admet qu'il ne peut toujours pas baisser sa garde, ayant presque épuisé tout son mana malgré l'aide de Luna. Yoko tend la main vers Luna et Luke, les pressant de bouger rapidement. Il leur ordonne de prendre Tina et de quitter la zone tant qu'ils le peuvent encore, alors que le sol continue de s'effriter. Soudain, Haru avertit Yoko de quelque chose derrière lui. Il se retourne aussitôt, canalisant de la puissance dans son bras alors qu'il se prépare. L'ennemi bouge à nouveau, son mouvement signalant une autre attaque imminente. Le sol explose violemment alors que les débris et la pression jaillissent vers l'extérieur, forçant tout le monde à se préparer. Luke et Luna se figent sous le choc, sentant quelque chose de bien plus dangereux approcher. Haru s'avance instinctivement, levant la main tout en fixant la menace du regard. Une lourde présence atterrit, les pieds du monstre s'enfonçant dans la terre alors qu'une énergie sinistre rayonne. Shayna plisse les yeux et confirme sans hésitation que l'ennemi devant eux est un démon. Le monstre se tient calmement, son corps massif rayonnant de menace alors qu'il fixe son regard sur Yoko. Luke crie et déchaîne et l'entrave de foudre,
des éclairs jaillissant pour retenir le démon. Des chaînes d'électricité crépitantes s'enroulent autour du corps du monstre, frappant durement à l'impact. Le démon sourit sous son masque, imperturbable. Ses nombreux yeux brillants d'amusement. Quelqu'un crie de toute urgence à Yoko de reculer alors que le démon riposte avec une force écrasante. Yoko réalise la vérité, lorsqu'un dragonquin se transforme, ses écailles durcissent comme de l'acier, et seule une personne de son niveau peut leur faire gagner du temps. Le monstre se contracte alors que les chaînes d'éclairs se tendent et crépitent, son corps à peine contenu. Yoko raffermit sa position, sentant le danger alors que la pression change soudainement. Shena crie une alarme alors que son mana augmente brusquement, pressant Yoko de reculer immédiatement. Des bruits de pas se font entendre, et Mei réagit avec incrédulité, mentionnant d'abord une femme vêtue de rouge et maintenant un démon aussi. Observant depuis la touche, Mei hésite, se demandant si elle devrait vraiment l'aider et décide de continuer à observer pour le moment. Mais s'arrête soudain, incrédule, raisonnant calmement que si Haru ne peut même pas gérer ça, alors il est inutile de s'inquiéter davantage. Mei ajoute que cela prouve simplement qu'il ne vaut pas la peine de conclure un pacte avec lui, son expression ferme et peu impressionnée. Après une brève pause, elles conviennent silencieusement, choisissant de rester en retrait pour voir comment les choses se déroulent. Mais s'adresse doucement à Haru, déclenchant un flashback où il lui demandait pourquoi elle l'appelait encore comme ça. Elle se souvint des suites de l'incide sur le terrain d'entraînement, montrant le bâtiment endommagé de l'académie. Dans le souvenir, Mei louait Haru pour sa performance incroyable et lui demandait audacieusement s'il voulait conclure un contrat avec elle. Affirmant qu'il était le seigneur Haru pour elle, on taquinait gentiment Mei pour sa manière trop stricte de l'appeler seigneur. Tandis qu'on soulignait que même Shena avait elle-même conclu un contrat avec lui, et que contrôler un renard à 9 queues à un si jeune âge était déjà impressionnant. Un bref flashback montrait Haru déchaînant des flammes écrasantes, soulignant l'ampleur de sa puissance. Mais disait avec enthousiasme que si elle pouvait conclure un contrat avec Haru, elle deviendrait certainement quelqu'un d'incroyable. Mei hésita, commençant doucement à prononcer le nom de Mei alors que son expression devenait sérieuse. Shena répondit calmement qu'elle ne disait ça que parce qu'elle n'avait jamais conclu de contrat avec un humain. Mais s'excusa doucement, admettant qu'elle s'était emportée alors que son expression se détendait. Shena rassura mais qu'elle ne la forcerait jamais à conclure un pacte, lui rappelant qu'elle-même voulait choisir avec soin cette fois-ci. Une scène de réflexion montrait Mei restant aux côtés de Mei, souhaitant qu'elle rencontre un jour un mage de Léo avec qui elle voudrait vraiment contracter et se rappelant comment elles avaient autrefois espéré partager le même contractant. Alors que leurs mains se séparaient, le moment s'attarda, montrant une acceptation silencieuse et une évolution. Mais songez que même si le sentiment était un peu solitaire, elle était heureuse que sa sœur aînée ait enfin appris à lâcher prise. À présent, Mei hésite, ses pensées s'égarant. Elle déclare que si tout le monde est vraiment en danger, alors elles interviendront et combattront à leur côté, se tenant fermement avec détermination. Mais se tourne vers elle, prononçant son nom alors qu'elle assimile sa décision. Elle s'illumine immédiatement, se montrant enthousiasmement d'accord avec Mei. Elle décide de se rapprocher sans délai. Les loups de Mei réagissent soudainement, montrant les crocs alors qu'elle demande ce qui ne va pas. Elle sent un danger et avertit que quelque chose approche, réalisant que la magie semble être du même niveau que celle du seigneur Ifrit. Les loups se tendent alors qu'une présence puissante se rapproche, son approche accompagnée d'une chaleur oppressante. Mei admet qu'elle n'est pas aussi douée avec les flammes que Mei, mais même elle peut clairement sentir le mana intense qui approche. De loin, une silhouette vêtue de rouge apparaît à travers le voile de chaleur, observée attentivement par les loups. Un chevalier vêtu d'une armure radieuse apparaît, des flammes tourbillonnant autour de lui alors que sa présence brûle l'air. Mais regarde avec admiration, trouvant cela magnifique alors qu'elle sent une pureté écrasante dans le feu devant elle. Un esprit ressemblant à une licorne se manifeste dans la forêt, brillant en poussant un cri perçant sous la lumière ardente. Choquée, Mei se demande ce qui vient de se passer, réalisant que le phénomène n'était pas de la magie et se souvenant de légendes sur quelque chose de similaire. Un mouvement subtil de la main suggère que la force mystérieuse a déjà disparu aussi soudainement qu'elle est apparue. On appelle Mei, son attention revenant brusquement alors qu'elle se tourne pour répondre. Gonflée à bloc, Mei déclare qu'elle doit voir la vérité par elle-même. Convaincue, elle raisonne que si ce pouvoir était vraiment le sort de Haru, elle lui demandera directement de conclure un pacte avec elle. Mei hésite, considérant tranquillement la possibilité alors que le doute et la curiosité se mêlent sur son visage. La pensée persiste que si le seigneur Haru peut aussi maîtriser la magie de Léo, tout change. Même en sachant qu'il est impossible de rester avec Mei pour toujours, la pensée persiste en silence. Mei admet que le simple fait de l'imaginer lui fait mal à la poitrine, souhaitant que cela ait pu être réel. Mais avance, déterminée à ne pas lâcher sa sœur, refusant de se laisser distancer. Soudain, un mouvement éclate alors que le monstre charge, traversant la forêt avec force. Pris au dépourvu, Yoko réagit instantanément, ses yeux s'écarquillant alors qu'il sent la menace approcher. Il remarque soudain que les écailles de son bras se fissurent, réalisant que la peau de dragon a été endommagée. L'instant d'après, il pivote et contre-attaque, suivant à peine la vitesse fulgurante du monstre. Un coup violent l'atteint, le blessant alors que la force déchire l'échange. Le nom de Rifa est crié sous le choc alors que le moment se fige, signalant un tournant brutal dans le combat. La main coupée et couverte d'écailles s'écrase au sol, mettant fin à l'affrontement sur une note brutale. Yoko se raidit, serrant son bras blessé.
Yoko grimace en réalisant que même les attaques du démon sont empoisonnées, aggravant son état. Luke et Luna réagissent avec alarme en sentant le danger monter. Haru est stupéfait tandis que Luke durcit son expression en commençant à former un sort. Il lance son attaque, déchaînant le fouet de lumière. Luke balance le fouet de lumière, récupérant Yoko sans hésitation. Quelqu'un appelle soudainement Haru de toute urgence, lui demandant de se dépêcher et de trouver quelque chose sur le démon avant qu'il ne soit trop tard. Luna panique, avertissant que si le démon continue ainsi, tout le monde y passera. La frustration déborde alors que Luke serre les dents, admettant que peu importe ses efforts, il n'arrive tout simplement pas à agir assez vite. Luke crie à Haru d'utiliser son pouvoir s'il en a vraiment un, le poussant à agir. Ce dernier hésite et admet qu'il a déjà essayé de lancer un sort, mais que rien n'a répondu. Alors qu'il trébuche en avant, Haru réalise qu'il doit se rapprocher malgré son incertitude. Un cercle magique se forme soudain sous les pieds du démon, signalant enfin une réaction. Le démon remarque l'activation et déplace son attention vers la source du sort. Haru appelle Mei de toute urgence alors que quelque chose change sur le champ de bataille. Mei maintient la formation magique mais réalise qu'elle a perdu de vue le cheval de flamme au milieu du chaos. Les pattes du cheval de flamme réapparaissent, enflammant le sol alors qu'il charge à nouveau. Mais Aletan sentant à nouveau sa présence, tandis que Haru réalise que l'invocation est de retour. Le cheval de flamme déferle en une explosion de feu, se déplaçant pour rejoindre le combat à pleine puissance. Le chevalier en armure affronte le démon de front, leurs armes s'entrechoquant violemment. Le démon recule alors que son masque est saisi, momentanément étourdi par la contre-attaque soudaine. Le chevalier frappe dans un large arc tranchant le démon alors que le sang gicle dans les airs. Voyant le nouveau combattant, Rifa hésite et demande si ce guerrier est un allié. Le monstre contre-attaque, portant un autre coup violent au corps du chevalier. Des blessures apparaissent sur le ventre du chevalier. Cependant, leur position change lorsque le chevalier transperce le monstre à son tour. Réalisant le tournant du combat, Haru conclut que le noyau du démon a déjà été détruit. Malgré les dégâts mortels, le démon grogne et se force à avancer, refusant de tomber en silence. Ses bras se régénèrent soudainement. Haru comprend la compétence du démon, rendant la situation encore plus dangereuse. Shena explique calmement que la seule façon d'en finir est de détruire complètement son noyau, même si cela signifie utiliser toute sa puissance magique. Elle marque une pause alors que le poids de cette décision se fait sentir, son expression devenant sérieuse. Tina grimace de douleur, atteignant clairement ses limites physiques. Tina évalue la situation alors que Mel l'avertit qu'elle ne peut pas se pousser plus loin. Haru observe attentivement alors que l'atmosphère change, sentant une énorme montée en puissance. Shena plisse les yeux, confirmant calmement sa décision. Elle révèle qu'elle a finalement stocké une énergie équivalente à 2 queues, son aura s'embrasant violemment. Déclarant que c'est pour Haru, elle libère toute sa magie, déchaînant une vague de puissance flamboyante. Elle ordonne à tous ceux qui sont pris par la barrière d'entrer à l'intérieur, laissant le coup final à Haru. Tina remercie Shena alors que les flammes continuent de déferler autour d'elle, reconnaissant son soutien. Shena exhorte son maître à ne pas se retenir, et Haru prononce son nom en se ressaisissant. Avant que le combat ne continue, Tina demande une faveur à Haru, son expression sérieuse. Elle déclare que le démon ne peut être vaincu par la seule force ordinaire. Elle explique qu'un seul démon est capable d'anéantir une petite nation entière et que même la perte de membres ne le ralentirait pas. Le démon se tient blessé mais inflexible, et il est clair que seule une puissance de feu écrasante peut en finir en anéantissant complètement son noyau. Tina lui crie de donner tout ce qu'il a et de protéger tout le monde. L'expression de Haru se durcit alors qu'il se ressaisit. Il annonce le moment, les comptant alors qu'ils déclarent qu'ils abattront le démon ensemble. Haru rassemble les flammes dans sa main, jurant qu'il ne fera plus d'erreur alors que sa puissance atteint son apogée. Haru répond instantanément, les flammes déferlant autour de lui alors qu'il signale qu'il est prêt. Confiant dans la foi placée en lui, il rassemble sa puissance et s'engage pleinement. Déterminé à ne pas échouer cette fois, il libère les flammes condensées en une seule frappe décisive, déchaînant une lance de feu ardente vers le noyau du démon.